Salut la gang, bienvenue à Sans Limite. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un que tout le monde aime. C'est un humoriste que vous connaissez très bien, on voudrait tout l'avoir comme chum. Pour vous donner un indice, il a une méchante grande gueule. José Godet. C'est un amateur de char comme moi. Ça fait qu'attachez vos ceintures, prenez vos gravoles, parce que ça va décoller raide. Et on fait ça sans limite. Yo! Hey, comment ça va? Oh, ben, toi! Oui, content de T'as voir. pas eu de misère à trouver? Pas tout. Moi, j'aime ça. T'as un sapristi de beau spot, man. Ah oui. Malade, je m'installe là. Ouais, en face de moi. Ouais. Hey, non, t'as un solide spot. J'aime ça. J'adore ça, du terrain, les voisins sont loin, c'est parfait. Faut s'éloigner un peu des fois pour aller chercher cette paix-là, tu sais, dans le tourbillon de la vie de tout le monde. Tu sais, avant, on disait... Parce qu'on faisait du showbiz où on était connus, qu'on était dans les tourbillons, puis en pensant que les autres l'étaient pas, eux autres aussi, ils ont des enfants, ils ont des gardiens, ils ont du conroyage. Le temps va vite, on est stressé. Ouais. Puis moi, j'ai besoin de ça pour être capable là, de me regrounder puis décompresser. Là. Ah ouais, c'est ça, exactement. Moi aussi, j'ai pas un setup aussi loin puis aussi bien aéré, mais j'ai quelque chose pour un gars à 25 minutes de Montréal, je suis vraiment content d'où je suis. T'es où, toi? Je suis à Carignan. Ah, OK, c'est pas très loin. Non, je suis comme ça à la frontière de la banlieue. Tu sais, la banlieue ayant... Mon IGA est à 2 minutes. Ça, c'est important. Moi aussi, il est pas loin. Mais dans ma cour, oui, parce que avec mon ex, quand je parlais d'aller vivre un peu en campagne, mettons à Saint-Philippe, j'étais à Candiac, là, à Saint-Philippe, elle disait, ben là, on fera pas une demi-heure de char pour aller au IGA. Aller-retour, c'est 1 heure. Puis, tu sais, comme elle faisait plus souvent l'épicerie que moi, ça comptait beaucoup dans sa vie. Puis moi, j'avais pas envisagé ça tant que ça. Je me disais, ben c'est pas bien grave. Mais effectivement, que là, j'ai trouvé un compromis. Les IGA, t'as 2 minutes, mais dans ma cour, c'est des champs. T'as-tu un dépanneur pas très loin? Ben oui. Ça, En fait, à ce temps, les IGA, tu vois, je suis en 9-10 heures le soir, j'ai un dépanneur à 2 coins de rue. Tu sais, tu veux être autonome, parce que je suis comme ça à la frontière. D'un bord, c'est la banlieue avec les services que ça donne, puis dans l'arrière de ma cour, c'est des champs. C'est exactement ça. Moi, je suis à la limite, là, c'est à la fin de la ville, puis le début. Là, Ouais. Mais je suis à côté, j'ai un dépanneur à 2 minutes, j'ai le supermarché à 5 minutes, puis t'es à Montréal en 25 minutes. Ouais, c'est ça qui est fou, hein? Ça, c'est écœurant. Moi, c'est pareil. Mais je gagerais que tu dois avoir un beau garage. Ouais. On a un ami en commun qui t'a sûrement un peu aiguillé là-dessus. J'ai un beau garage. Écoute, je suis jaloux du tien, mais j'aime le mien. Moi, j'ai vraiment un garage pour mettre des voitures. OK. C'est pas un garage avec... je peux pas me vanter d'avoir des beaux coffres à outils de même puis tout, j'ai pas ça. T'as pas besoin de ça. Toi, ça te prend de la place pour mettre tes chars. Ouais. Puis c'est jamais assez grand, dans le sens où j'avais calculé mes affaires, puis finalement, je me rends compte que quand je veux corder du bois au bout, sur certains modèles, j'étais un peu serré, j'aurais dû faire un 2 pieds de plus profond, puis je pouvais... Mais je m'étais raisonné en me disant, veux-tu? Arrête, là, tu sais. Mais finalement... Ton garage, toi, y es-tu 1 étage, 2 étages? C'est 1 étage avec un cathédrale. OK. Et donc, je pourrais mettre des lifts. Sauf que les lifts, c'est en cas d'extrême urgence besoin parce que depuis que j'ai goûté à un garage à part, comme toi, c'est un garage à part de la maison, là, que j'ai goûté à ça, puis que les voitures sont au sol. C'est le fun, hein? Ah, tabarnache. Tout embarque dedans. Oui, Go, avant, moi, j'avais pas le choix. Tu sais, j'étais vraiment en vraie banlieue. Fait que là, j'avais un lift, puis là, je descendais mon auto, je partais avec, là, je mettais l'autre en dessous, puis là, recule l'autre, remets l'autre, relève l'autre, remets l'autre, recule l'autre, rebaisse l'autre. Fait que je le faisais, puis je savais pas qu'il existait mieux, tu sais. Et c'est quoi que t'as comme voiture? T'en as combien? Là, je suis rendu... Là, je viens de faire du ménage, là. J'en bouge 2 pour une nouvelle. Je vais avoir 3 voitures d'été, puis un camion d'hiver. Tu sais, un camion pour aller faire les shows, puis ma vie normale. Là. Fait que j'ai 3 petites autos d'été. Ça veut là passer inaperçu. Ouais. Le camion. Ouais. Les voitures, je me souviens, on s'était croisés sur la 20 en direction de Québec. Puis t'étais en Maserati. Ah oui? Ça, c'était à l'époque que moi je te connaissais, puis toi, tu me connaissais pas. Là. Wow! J'en ai encore... Étais-tu Silver ou Charcoal, la Maserati, tu te rappelles pas, là? Je pense qu'elle était Charcoal. Ben, Charcoal, OK. Bon, ben, je l'ai encore. Encore? J'ai gardé ce char-là. Je suis pas capable de m'en débarrasser. Écoute, j'ai souvent dit à la blague, puis je sais que tu as reçu Benoît Charette, donc tu connais Benoît. Puis Benoît, il comprend quand je dis ça. C'est-à-dire, j'ai souvent dit à la blague, c'est le meilleur char dans rien, mais c'est un de mes préférés dans bien des affaires. C'est pas le char le plus rapide parce qu'ils l'ont fait pendant 10 ans, donc la technologie a tellement évolué, il est resté un peu arriéré, le char, dans son info. Mais le son.
Mais le son, et voilà. Le son. Et voilà, t'as tout dit. T'as tout dit. Le son. Oui. J'en ai eu une, moi, j'ai une... Toi, t'as eu la Stradale, non? Oui, exactement, MC Stradale. MC là. Stradale. Ah, tabarouette, j'aimais ça. Ouais. Le son, mais tu sais, j'ai pas de gabarit. Ouais. Fait que les gens avaient beaucoup plus de fun que moi, j'en avais. Eux autres, ils avaient du fun à me regarder débarquer et embarquer Ça dedans. devait être l'enfer. Ouais. C'est ça que t'as peu d'options pour un petit char-sport. Toi, dans une 718, un Boxster Porsche, je veux dire, si le top n'est pas allumé, il n'est pas ouvert. Les autres m'ont vu, là. Ouais. Mais avoue que le son, tu sais, c'est leur signature. Il y a un son particulier. Tu sais, pourtant, c'est le moteur Ferrari qui est dedans. Fait que j'ai des amis qui ont ce moteur-là dans leur Ferrari, des connaissances, puis ça sonne pas pareil. Ça sonne pas pareil. Non. Puis là, on parle de moteur Ferrari. Là, on parle d'autres choses. Puis toi, tu as eu la chance d'aller en Italie, au garage Ferrari. Ah oui, c'était malade. Ça a dû être l'enfer. C'était fou, raide. J'étais avec Félix, qui est ton réal aussi. C'est une expérience en soi, parce que, premièrement, ça va trop vite. Il arrive ben trop d'affaires, là. Un petit peu, t'as été payé pour ça, là. Ouais, là, tu me fais chier, ça. Ouais, c'est ça le plus fou. Je connais des gens qui ont fait ce genre de circuit-là dans la vie, mais ils l'ont payé. Moi, je l'ai eu dans le job, là, tu sais, puis j'ai un salaire pour le faire. Si je me trompe pas, t'as même eu droit à un traitement spécial. Ça se peut-tu? Il n'est pas fait de quoi qui est arrivé que vous avez eu accès à des voitures que normalement vous n'avez pas accès? Ah oui, on est allé chez Classice, c'est-à-dire le département classique. On a vu des voitures rares qui venaient d'être finies, d'être restaurées. Le gars avec qui on discutait, parce qu'il parlait français, il était le directeur de cette section-là. Et c'est là qu'on apprend. Tu sais, Ferrari ont tout archivé. C'est-à-dire qu'ils ont les catalogues. Mettons, l'ingénieur en 63 travaillait sur le modèle, puis là, il avait fait un road test, puis il avait trouvé que finalement, avec telle boat, puis telle affaire, puis telle ci, puis telle ça faisait moins cling-cling, puis tatati. Ils ont tout ça. Ils ont tout ça. Et la personne qui décide de restaurer son auto peut décider de dire non, je veux pas que tu améliores la patente. Ils l'ont trouvé en s'en allant comment l'améliorer, mais moi, je préfère avoir exactement l'original, comme elle était quand elle a été pensée, conçue, avec ses défauts. Fait que c'est un choix. Parce que tu pourrais dire, non, à cette heure que vous le savez, là, change l'alliage, fais ci, fais ça, parce que moi, je vais... Bon, mais là, c'est des voitures hors de prix. Hein? C'est des gens qui collectionnent des voitures rares. La plupart vont jamais rouler. C'est ça qui est tu parles de genre humoristes là, qui ont leur propre show pendant plusieurs années à radio. Ouais, c'est ça. C'est là. Hey man, on est loin de ça, là. Je veux dire, on a été chanceux, on gagne bien notre vie, là, tu sais. Mais ça, c'est un autre niveau. Ah, ça, c'est un niveau, c'est dans la stratosphère rare qu'on peut être accessible. Tu sais, ici au Québec, il y a Luc Poirier qu'on connaît qui a eu accès à ces voitures-là. Mais en même temps, il y en a d'autres, hein, au Québec, quand on faisait les gens de la route. J'ai toujours été surpris de voir à quel point il y a des gens au Québec, il y a de tout. Toutes les voitures que tu vois là, sur Internet, dans les magazines, il y a toujours un Québécois qui en a une. Ce qui est surprenant, puisque le monde ne savent pas, c'est que c'est pas tout le monde qui peut avoir une Ferrari, même si t'as l'argent pour t'en acheter une, si je me trompe pas. Hein? Ça, c'est plus comme c'était. C'est-à-dire qu'il y a eu des années où il y avait 10 chars, puis l'ancien propriétaire, dont j'ai oublié, Luigi, je pense, j'espère que je me trompe pas de nom. Il me semble que c'est ça. Oui, il me semble que c'est... lui, il était difficile. Lui, c'était même pas à la face, tu sortais de là. Il y avait comme 7-8 chars à vendre, puis il avait son année pour les faire, puis même s'il gardait un an de plus, il s'entorchait. Tu sais, c'était une autre époque. Là, aujourd'hui, Ferrari fait un peu plus de volume parce qu'ils ont robotisé les chaînes de montage, pas au niveau de la finition puis du sexiness de la bagnole, mais au niveau de la mécanique, ça a été beaucoup automatisé. Donc, aujourd'hui, si tu rentres chez Ferrari et que tu veux un modèle de série, qu'elle soit la Spider ou peu importe laquelle, la nouvelle California, qui a changé de nom, mais si tu veux un modèle de série, c'est long, t'as pas à avoir déjà possédé une Ferrari pour avoir accès à Ferrari. Peut-être pas sur une liste d'attente. Non, ce n'est que les modèles spéciaux, les modèles rares et à édition limitée. Et ça, c'est un aria. Parce que pour avoir accès aux voitures édition limitée, comme les éditions limitées prennent de la valeur, eux autres, quand ils font ça, ils ne font que donner des cadeaux à leurs plus gros clients. OK. C'est ça le truc. C'est que, puis Ferrari avait une bonne philosophie, c'est la meilleure au monde. C'est leur marketing chez Ferrari qui est spectaculaire quand tu penses à ça. Parce que tu rêves d'en avoir une, pourquoi? Parce que c'est Ferrari. Puis eux autres, ils se disaient, s'il y a 500 clients qui veulent ce modèle-là, on va être chien, on va en faire 499. Ce que ça fait, c'est que les 500 vont se battre pour pas être celui qui ne l'a pas.
C'était une astique de belle idée quand tu penses à ça côté marketing-wise. Ah oui, c'est sûr que tu vas y vendre. Ben là, t'es vent, c'est sûr. Puis tu veux donc pas être le gars qui l'aura pas. Fait que t'es fin, tu lèves la patte, tu fais la belle, tu fais tout ce qu'il faut pour être le bon gars. Fait que ça existe encore. Mais dans le temps, là, tu voulais un modèle de série, il n'y en avait pas. Fallait que tu sois propriétaire. Fait que pour avoir une neuve. Fait que là, t'achetais une vieille. C'est le mec qui faisait de l'argent, il n'y avait pas beaucoup de chars. Fait que t'achetais une vieille. Moi, j'ai connu un gars dans un souper, un événement de char. Le gars m'a raconté qu'il est rentré chez Ferrari, évidemment, il est fortuné. Mais moi, je l'aime, cette histoire-là, je la trouve écœurante. Il rentre, il achète, il veut une Ferrari neuve. Le gars, il dit « Ah, je peux pas parce que j'en ai pas assez, j'en ai comme 4 dans mon année. Fait que il faut absolument que tu sois un propriétaire de Ferrari, désolé. » Il dit « OK, celle-là, la usagée. Parfait, je vais te la prendre. On signe, parfait. Elle est à moi, parfait, je la revends. » Là, je deviens un ancien Là, je peux propriétaire. s'acheter en neuve. Fait que, tu comprends-tu, c'est ce qu'il a fait, le gars. C'est malade. Ça lui a coûté 10 000 $ de plus parce qu'il a perdu 10 000 sur l'achat qu'il venait de faire. Mais il y a eu la voiture qu'il voulait Mais il y a avoir. eu la voiture qu'il voulait. Je sais que c'est plate quand on se raconte ça. On dit, c'est pas correct, c'est le gars de l'argent. Mais nous, il n'y avait pas d'argent d'acheter à Ferrari. Nous. Fait que même si ça. C'est un autre. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est un autre game. D'ailleurs, ceux qui... En tout cas, si vous n'avez pas eu la chance, puis ça vous tente d'essayer ça, tu te rends dans un garage Ferrari, t'es pas traité comme quand tu rentres d'un autre concessionnaire. Là. Tu te fais pas chaler. Là. Non. Tu rentres là-bas, viens te voir, tu as besoin d'aide, puis ils s'en vont. Si tu veux me parler, je suis là-bas. Ah oui. Parce qu'ils n'essaient pas de te vendre rien. Là. Jamais. Humberto, l'ancien président, parce que je les connais pas maintenant, mais l'ancien président, parce que, tu sais, dans ce timing-là, je parle de ça comme si j'étais un grand propriétaire, là. Parce que j'étais l'ambassadeur du Grand Prix du Canada, je connaissais des gens, j'allais faire des cafés, j'avais des cocktails, fait que, tu sais, j'ai baigné avec ces gens-là pendant quelques années avec l'émission Les légendes de la route, on y allait souvent, fait que je me suis fait des amis. Aujourd'hui, là, ça bouge tellement vite que les gens que je connaissais plus dans ce temps-là, c'est déjà plus eux autres. Mais à ce moment-là, Humberto m'avait dit une des plus belles phrases, puis si vous m'avez suivi dans plusieurs podcasts, vous allez être tanné de l'entendre, mais si vous l'avez pas entendu, elle était écœurante. Il m'avait dit « J'ai rien que tu as besoin ici, mais j'ai exactement ce que tu veux. » C'est drôle parce que c'est exactement la phrase qu'ils m'ont dit. Oui? Oui, exactement ça. C'était écœurant. Puis là, à un moment donné, il y en avait une, mais je n'aimais pas la couleur. Fait que c'est pour la Maserati. Puis là, c'est Ferrari Québec. Ouais. Fait que là, il dit, ouais, je l'aime, mais j'aime pas la couleur. Fait que là, je suis pas sûr. Le gars me disait à moi, il dit, si t'aimes pas la couleur, achète-le pas. Il dit, quand t'achètes un genre de même, c'est parce que tu veux avoir la couleur que t'aimes, Ben que oui. tu veux. Parce que c'est cher payé pour pas ce que tu veux. Il faut que tu aies ce que tu veux. Ça, c'est une bonne affaire. Fait que c'est comme fait le saut, là. Ils sont vraiment pas en train de t'apousser. Non, pas du tout. Ils ont commencé, tu sais que Maserati n'est plus dans les concessionnaires Ferrari maintenant, parce que justement, ce qui s'en venait, c'est que, tu sais, tu vends des Maserati 4 portes, normales, pas la quatreportée, mettons la Ghibli, tu la vends, et là, il va arriver un timing où la Ghibli va dévaluer, puis elle va être à, disons, dans l'usager, à 55 000 à 55 000 dans n'importe quel concessionnaire, ça a bien du bon sens, ça demande beaucoup de respect, puis c'est un bel achat. T'as plus le côté hérétique. Ça fait que là, eux autres se sont dit, on peut plus faire ça. Parce que si t'as un client qui rentre chez Ferrari, puis qui veut magasiner ou commander une Ferrari à, disons, 500 000 ce sont des chiffres fictifs, juste pour donner une idée d'eux, puis que ton vendeur est pris avec un kick tailleur pour celui à 55, là, ça marche plus. Il faut que tu libères de la place pour le client à 500. Puis je sais que ça a l'air méchant dit comme ça, d'autant plus dans le contexte actuel économique qu'on a, mais c'est leur réalité. C'est pas parce que c'est pas la nôtre que ça n'existe pas. Exactement. C'est une autre clientèle. C'est une autre affaire. Cette clientèle-là existe, puis c'est correct ils aussi. veulent là. avoir leur bebelle, tu sais. Je veux dire, moi, quand je vais dans mes affaires à moi, je veux être servi comme il faut aussi. Fait que c'est ça. Comment ça marche? T'es allé chez Pagani aussi? Oui. Pagani, c'était un malade mental. J'ai pleuré dans le Pagani. Pour vrai? Ah, j'ai pleuré. Pas parce que le char m'a impressionné tant que ça. Le char était C'est impressionnant. l'expérience? L'expérience, de toute façon que ça s'est passé. On a failli pas avoir de show, Pagani. Le matin même, là, le gars, le pilote, là, parce que c'était un modèle, c'était même pas le vrai modèle, c'était le modèle, le démo, si tu veux, là, qui est pour la future construction. C'était la Wera, mais convertible. Fait que toi, t'es en train d'essayer le prototype. Le prototype, c'est ça le mot que je cherchais, merci. C'était le prototype. Puis on savait qu'on n'aurait pas le droit de la conduire, qu'il y a un pilote qui sera avec nous autres, mais tu sais. Puis le gars, il décide qu'il vient pas. Il veut pas venir.
Ça ne tente pas. Ça, il tente pas. Ça ne tente pas ce matin-là. Il a pris trop de vino la veille. Ah, c'est ça. Il a fait les passes dans le main. Puis il s'entorche des Canadiens francophones, des Québécois qui sont là. Parce que ça, c'est la panique, le branle-bas de combat. Finalement, le gars décide de venir avec l'auto. Fait qu'on a la patate qui bat comme ça. Le pilote qui devait venir. Le pilote qui devait venir vient. Puis il dit, vous avez 1 heure. 1 heure pour tout faire. C'est-à-dire faire notre intro à côté du char, parler de la voiture, les essais routiers. Christy, 1 heure. Ouais, parce que là, on va le dire pour les gens qui connaissent pas comment ça fonctionne en télé. C'est une demi-journée. Chris. C'est tout sauf vite, la télé. 1 heure à TV, c'est ouvrir la porte de frigidaire avec le bon éclairage, tu sais, puis t'as pogné un shot du Une Chase West. demi-journée, c'est Sita Félix comme réalisateur. Ben là. oui, quelqu'un qui roule. Ah oui, ça peut. Aux États-Unis, ils mettent 4 jours à faire ça, là. C'était un show de 4 jours, ce qu'on a fait en une heure. Ça a duré peut-être 1h30, ce que le gars nous a aimé. Mais ils nous mettent énormément de pression. Fait qu'avec Benoît, on se regarde dans les yeux, puis là, on fait comme, OK, ça. On a fait l'ouverture du show de genre 7-8 minutes, un one take. On n'a jamais repris, on n'a pas le temps. Patati, tatata, nanana, oui, tatati, tatata, tatata, fait le tour, nanana, nanana. Puis là, on garoche toute notre info, nos ci, nos ça. Ça finit. Go, ah ouais, Mike, le gars, 2-3 GoPro sur le char. Benoît embarque dans le char, le gars, il fait sa ride sur la route, parce que les autres, en Italie, c'était un char italien, t'as pas de limite de vitesse. Là, c'est pas vous autres qui conduisez, c'est le Non, c'est le gars, pilote. on n'a pas le droit. Et là, lui, il arrive, Benoît, il fait comme ça, c'est quand même un V12. Fait qu'il a donné une bonne ride, là? Ouais. Puis là, moi, j'embarque avec le gars, puis on a une bonne connexion. Il a aimé, tu vois déjà qu'il a aimé Benoît. On a une bonne vibe, une bonne connexion. Ma première réaction à son accélération, ça le fait rire parce que moi, je suis expressif. Et là, mon vieux, bing, bang, bang, puis il me gonne ça. Puis, wow! T'écrases, tu sais, la puissance, le son, t'es comme dans le moteur, là, tu sais. Puis, j'ai fendu, puis je me suis mis à pleurer. Je suis venu les yeux pleins d'eau dans le Dans fond. la ride. Vers la fin de la ride, le gars l'a vu, il m'a donné une bonne ride, il a été fin. Puis ce qui m'a touché, c'est tout le parcours pour en arriver là, tu sais. La chance que j'avais de... Tu sais, tu l'as dit d'entrée de jeu tantôt, t'es allé rémunérer un voyage de rêve en Italie où t'as essayé des voitures sur des circuits italiens, c'est des Ferrari, des Lamborghini, des Alfa Romeo. Bon, Pagani, on l'a pas essayé, mais quand même, tu sais, toutes sortes de voitures exceptionnelles. Puis là, tu dis, moi, je suis là, dans un char qui vaut 3,5 millions. Je viens de Saint-Constant. Mes parents connaissaient pas l'automobile. J'ai aucune plug Hey, dans c'est-tu rien. malade, ça? Tu dis, là, je me disais, comment j'ai fait pour me retrouver ici? Quelle chance inouïe j'ai. Je sais pas ce que j'ai fait, mais j'apprécie le cadeau que la vie me donne, tu sais. As-tu l'impression que c'est un peu comme si tu avais embarqué dans la DeLorean de Back to the Future? Ça a tellement clenché que ça a été chercher tous tes souvenirs. Peut-être. C'est pas fou ce que tu dis là, parce que c'est venu chercher tous mes souvenirs de ce gars. De Toutes souvenirs tes émotions qui automobiles. ont remonté. Les émotions ont remonté. Je sais pas pourquoi ça a fait un lien. Peut-être parce que c'était à l'aboutissement, c'était à la fin du voyage aussi. Je pense que c'était notre dernier show qu'on tournait. Je me trompe peut-être, mais il me semble si c'était pas le dernier, c'était l'avant-dernier. Là, on est fatigué aussi. Tu sais, tu fais des journées de 18 heures parce que, oui, ça a l'air d'un rêve. Dis, hein, t'as fait ça. Ouais, mais attends une minute. Là, je veux dire, tu sais, C'est du travail. Ça, c'est une autre affaire que les gens là, sous-estiment. C'est que quand tu fais de la télé, là, c'est beaucoup d'heures pour faire un show. D'une heure. Beaucoup d'heures. Écoute, on partait, genre, on se levait à 5 heures le matin. Je me plains pas, là, mais tu sais, tu te lèves à 5 heures le matin, puis t'es en décalage horaire de 6 heures. Tu te lèves avec l'envie de travailler parce que tu travailles pas un jour quand tu fais ça. Non. Ah non, t'es toujours dans le bonheur, là, c'est ça. T'es épuisé, t'es fatigué, puis t'es qu'une gang que t'aimes. En plus, nous autres, c'est une gang solide. Fait que, tu sais, tu te lèves à 5 heures le matin, t'as 1h30, 2 heures de route pour te rendre à ton tournage. Tu sais, on n'est pas d'une shop, nous autres, là. Non. Tu t'en vas faire ce que t'aimes, faire des trips. Dans ton cas, à toi, c'est un peu comme un rêve. Tu l'as dit, tes parents ne connaissaient pas la voiture. T'es rendu en Italie, tu visites ce qu'il y a de mieux, ce qui se fait dans l'automobile. T'as la chance de les conduire ou de pouvoir embarquer dedans puis de vivre une expérience. Un pilote, là, tu sais comme moi que même si on conduit, on n'est pas pilote. Mais non. Eux autres, ils exploitent ça, une voiture. Ouais, ben oui. C'est là que tu réalises c'est quoi qu'il y a là-dedans. Oui, parce que, tu sais, moi,
j'ai fait un peu de circuit. Je veux dire, par rapport au commun des mortels, je me débrouille bien. Mais je veux dire, j'irais jamais me garrocher dans une course contre d'autres mondes, à gérer du monde alentour de moi, puis courser, puis ma ligne, puis mon apex. Tu sais, quand je suis seul sur la route, puis que j'essaye une auto, je peux pousser un peu, mais il y a quand même une limite à ce que je suis capable de faire. Je te le confirme, je t'ai suivi ça avant, puis non... Faut pas, faut pas que tu gères. Pas de pas pilote, faut pas que tu gères ce qui est les autres autour. Non, je suis bon, je suis calme. J'ai beaucoup... En vieillissant, c'est plus la même passion. Tu sais, je disais à un ami ce matin, même d'ailleurs, je ne veux plus avoir la voiture la plus vite de l'autoroute. Tu sais, jeune, je voulais ça, je voulais être vite. Je voulais savoir que mon char était plus vite que le tien. Pour vrai? Ouais, je suis plus là, pas en tout. T'avais ça dans toi? Ben, jeune, moi, c'est les gens de la route qui ont changé ma vision d'automobile. Pourquoi? Parce que j'ai compris qu'il y avait des goûts différents, des saveurs différentes, qu'il y avait des ambiances différentes, des raisons différentes d'aimer des voitures. Tu sais, même les vieilles voitures, moi, j'étais pas tellement vieille voiture quand j'étais jeune. Je m'y connaissais pas, tu sais. Fait que j'allais dans les voitures neuves ou très légèrement usagée parce que je la prenais au concessionnaire puis j'avais ma garantie, mais j'aimais bouger les voitures, mais je n'avais pas été vraiment fouillé. Puis les légendes de la route, ben ça m'a parachuté dans ce monde-là. Et là, tu découvres des passionnés pour d'autres raisons, puis d'autres genres de passionnés. Puis c'est pas tout le monde qui ont une voiture de collection qui ont vraiment des moyens extravagants. Non. Ils l'ont pris au bon timing, ils l'ont bien entretenu, ils travaillent dessus. Oui, il y en a que c'est leur rêve, c'est le rêve de leur vie, là. Une vie au complet, là. C'est complètement autre chose. Fait que... Puis là, tu découvres aussi que, tu sais, nous autres, on mélangeait des gens, tu sais, à un moment donné, je l'ai souvent donné comme exemple, mais parce que c'est tellement percutant. On a un show de Honda Civic en après-midi, puis le matin, c'est Lamborghini. Fait que tu dis, Christy, comment ces gangs-là vont cohabiter, là? Dans la journée, ça a super bien été. Évidemment, le matin, c'était Lamborghini, fait que tous les gars d'Honda se tournaient alentour des chars comme... Des passionnés, c'est des passionnés, peu importe. Mais l'après-midi, les gars de Lamborghini ont tous fait le tour des Honda. Pourquoi? Parce que c'est de la passion. Puis ça, là, c'est ta bebelle. C'est ton budget, mais elle est belle, ta bebelle. Elle est fun. Elle te donne de l'amour, elle te donne du bonheur, elle te donne... Elle est unique parce que tout le monde la rend à son goût, Exactement. la travaille comme ils veulent. Tu sais, t'es chanceux parce que ta passion t'a emmené à voyager, tu sais. T'étais en Californie, t'as fait plein de pays. Malade aussi, ça, ça aussi, ça devait être le fun, hein? C'était écœurant parce qu'on allait essayer quand même, tu sais, on est allé essayer la Z06 Corvette, la C7 Z06, qui m'a, à ce moment-là, ça a donné un grand coup dans tout mon monde, dans toute ma perception des voitures. Puis ça a donné un grand coup dans l'univers automobile aussi parce que Corvette arrivait avec une voiture vraiment capable de compétitionner nos belles classiques italiennes, que ce soit Ferrari, Lamborghini. Tout un char, une Corvette. Tu sais qu'ici, là, t'as le doigt de sacrer. Je le sais, mais je me suis écouté à sous-écoute avec Mike Ward. On était un peu chaud. J'ai tellement sacré que j'ai hâte de faire attention. Ah, ici, t'es correct. Ouais. Je te saoulerais pas ici. Ouais, c'est ça. T'en veux-tu un drink? Non. Veux-tu une gorgée d'eau? Ouais. Vas-y, tiens. C'est mon box, ça? Ouais, vas-y. Wow. Ah, c'est ça, tu me donnes un box qui pèse 50 livres. Hey, ici, t'as mérite ton eau. T'as le droit de prendre tes deux mains. Hey, juste avant que tu prennes ta gorgée, ma grand-mère prend deux mains pour boire avec aussi. Oui, OK, merci. C'est qui est calme. Mais je vais le laisser ici. Tu te sens-tu comme un Viking, là? Ben oui. Toi, es-tu capable de ça de même? Ben oui. Oui? Bien, non? Tu lèves la main maintenant que tu peux boire, là. Ah oui, on travaille aussi, par exemple, là. Mais faut que tu y ailles. Cheers. Moi, je pense pas que je peux faire ça demain. Ben, gars, c'est sûr que vouloir faire mon fraîchier, il faut que je passe ma tête. OK. C'est bon. J'ai compris qu'on n'a pas la même shape. Ton training de la journée est fait. Oui, c'est fait, man. Je vais sortir d'ici avec un avant-bras plus gros que Tu sais, l'autre. chez nous, il n'y a pas tant d'alcooliques, là. Là, tu comprends pourquoi. Ouais, c'est sûr qu'avec un boc de bière, là, même, t'en finis pas 12. Là, tu commences à boire tard. Ouais. Puis la dernière, elle rentre pas. Dans la dernière. Ou si tu commences à être chaud, ça arrête. C'est malade. Mais tu sais, on se dit la Corvette, c'est tellement impressionnant ce qu'ils avaient réussi à faire. Puis là, ils sont arrivés avec la C8. Ouais, là, maintenant, puis ça reste... C'est aussi une très, très bonne Sauf voiture. qu'on
Je vais te laisser finir. Vas-y. Mais tu sais, je la connais moins, la C8, puis je l'ai essayé, mais j'ai essayé un modèle de base. Fait qu'évidemment, le modèle de base, je sortais d'un essai d'une Ferrari Roma, que même si c'est pas la Ferrari la plus exceptionnelle du monde, ça reste une Ferrari. Puis j'ai été très impressionné, fait que je suis tombé dans de base de Corvette. Et évidemment, le design est là, le feeling est là. Ouais, mais il manquait un peu de Ça punch. manquait un petit peu d'émotion. Mais en même temps, si j'avais pas essayé la Roma, je suis sûr que j'aurais adoré. Parce que une voiture qui a de l'émotion, même dans une zone scolaire, elle a de l'émotion. Oui. Une voiture qui a de l'émotion a de l'émotion. Tu le sens. C'est un feeling. C'est une ambiance. Ouais. Puis c'est pour ça que c'est compliqué pour les grands passionnés de motorisation. C'est compliqué d'avoir cet élan-là pour les voitures électriques. C'est pas qu'il n'y a pas des bonnes voitures. C'est pas que c'est pas performant. C'est que c'est un ordinateur qui gère tout. T'as pas d'émotion. C'est pas... ça peut être très amusant, mais t'as pas d'émotion. Une vieille Corvette ou les Corvettes récentes? Pour des raisons différentes, je trouve que ça se compare pas. Parce que t'en as une, des Corvettes. Ouais, là, je l'ai plus parce que je l'ai bougé l'année passée pour... tu sais, je bouge des affaires des fois. Je l'ai adoré. Mais moi, je vais avoir un Corvette C3... Es-tu bipolaire? C'est que tu... Non, c'est juste que quand je vois des opportunités passer sur des choses, j'essaie de me raisonner. Tu t'attaches pas, finalement, à tes voitures. Je m'attache, mais je suis capable de bouger. C'est-à-dire que ça dépend c'est quoi le prochain rêve. J'ai eu l'opportunité de bouger sur une voiture que j'avais en tête, ça faisait longtemps. Fait que je me suis dit, bon, là, il faut que je fasse une concession. Il faut que je laisse dropper quelque chose. Je vais me donner ce cadeau-là si j'accepte de donner. C'est sûr que money is no object, là. Mettons, j'avais un puits sans fond d'argent. Tu les aurais toutes. Je les aurais toutes gardées. Sauf que tu dis, je viens de vendre mon Camaro 69. Ça m'a fait de la peine, mais j'ai vraiment un beau projet à côté. Fait que là, tu te dis, j'ai eu 11 ans le bonheur d'avoir ce char-là. J'en ai profité. Je vais peut-être m'en vouloir, mais je suis pas quelqu'un qui arrête dans... J'ai besoin de goûter à d'autres choses. On peut pas le faire avec les femmes, on peut le faire avec les chars. Ouais, j'espère que tu fais pas avec les femmes ce que tu fais avec tes chars. Je l'ai dit tout de suite, parce que je me suis dit, c'est sûr que quelqu'un... va dire, J'attendais juste de parler pour voir ta placée. Je l'ai senti. Non, mais j'ai besoin de goûter à d'autres saveurs. Fait qu'à un moment donné, tu dis, j'ai eu la chance de l'avoir. Tu sais, on parle d'émotion. Quand on parle d'émotion, là, en tout cas, je sais pas, mais moi, c'est ça. C'est le feeling, le son du moteur, la vibration du char quand tu roules avec. Oui. Puis là, on parle pas là, du système de son, là. Non. On On parle- parle de le comportement routier d'une voiture. Tu sais, quand je disais, c'est le fun, même dans une zone scolaire, c'est ça. Si la Maserati, c'est un très bel exemple. On en parlait tantôt quand je disais, c'est le meilleur char dans rien, mais je l'aime dans tout. Je suis assis dans la Maserati, puis je m'en vais au IGA. Mettons, pas celui de 2 minutes chez nous. J'ai une commission à faire à 15 minutes. Le 15 minutes pour me rendre est agréable. Puis là, je roule pas vite, là. Là, je veux dire, je suis parti de zéro, je suis monté à 60 km/h, là, puis je l'ai downshifté un peu, puis là, moi, je suis à 112, fait que ça roule jusqu'à 80. Fait que 80-90, même une section. C'est tout ça, là. Hey, c'est le fun, hein? Ben là! Hey, puis quand ça va vite, hein, puis quand tu ralentis, là, puis qu'il fait le talon au pied tout seul, là, C'est malade mental. Ouais, c'est lui qui le fait, le char, à cette heure. fais-moi des sons quand ça roule vite. Dans un tunnel, c'est malade. C'est malade. Hein? Puis quand tu prends des courbes, là, comment que ça colle, là, puis Ouais, t'as l'impression là, que c'est comme un scalpel, là, c'est précis. Là. Moi aussi, j'aime dire un patin dans l'asphalte. C'est fou. C'est malade mental. Ouais. Tu sais, moi, vraiment, ça, le cœur, ça a du punch, là. Ah ouais, c'est cœur en ligne droite, c'est malade. C'est malade. Mais Ouais. quand tu prends une courbe, là, tu le sais que t'es dans un muscle car. Tu sais, d'une grosse américaine. Ouais. C'est plus lourd. Mais j'aime ça aussi. Oui, c'est différent. C'est une autre saveur. Mais ça, je savais pas ça avant les légendes de la route. Mais toi, t'as déjà conduit une Bentley? Oui. Si je me trompe pas, t'as déjà pété d'une Bentley. J'ai pété dans une Bentley. J'ai pas pété la Bentley, j'ai T'as pété dans une Bentley. Ça, c'est un gag entre eux. J'ai accès de l'information privilégiée. Oh my God. La Bentley a été dévaluée instantanément. Écoute, c'était une vieille Bentley en plus. En plus, raison de plus pour péter dedans, c'est une vieille. Puis, je suis avec Benoît Charette en Californie.
Hey, Et on est dans l'essai routier, puis c'était une décapotable, puis on roule, puis... Je t'entends dire c'était une Bentley ou une Rolls-Royce? Non, je pense que c'est une Bentley. c'est Bentley, je te le Une Bentley, confirme. ouais. Hein. Là, c'est C'est une- quelqu'un bon. qui me parle. Ouais, aussi. c'est ça, c'est une Bentley, hein? Bon, je m'en viens dans le char, puis on fait l'essai, mais on est dans une décapotable. Écoute, puis j'ai des gaz, tu sais, mais on est comme filmé, là, on est en train de faire Tu le parles show. pas des gaz de voiture. Là. Non, j'ai des gaz, OK, là, j'ai des vents. des vrais. Puis j'ai des crampes. Puis il faut que ça sorte, tu sais. Mais j'étais avec Ben, je veux dire, on se connaît, mais tu sais, on n'est pas dans un camp de chasse non plus, tu sais. Je veux dire, j'ai jamais pété à côté de mes collègues, tu sais, on n'est pas là, pas au secondaire, là, tu sais. Il y a une petite classe, là. Je suis content de voir qu'est-ce qui te fatigue, c'est qu'il y a quelqu'un à côté de toi, pas que tu sois assis d'une Bentley. Ah, tu sais. ça, je m'en sacre. OK, c'est correct. Ça. Des valeurs à bonne place. Et j'ai pété. Il y a eu une petite odeur, mais en même temps que la décapotable de ça, je suis pas sûr qu'il l'a senti. Mais pour niaiser, je dis à Ben, je conduis le char, je m'en viens, puis je dis « Hey, toi, Barré, as-tu déjà pété dans une Bentley? » Il est là, puis il est comme piou de Oui, pas, tu sais. oui. Il se demande pourquoi j'ai demandé ça, parce qu'on tourne, là, tu sais, je dis, tout tourne. Il dit, je suis pas sûr de comprendre, mais non. Je fais, moi, c'est fait. Il l'a coupé au monteur, il l'a pas laissé dedans. Je sais pas, faudrait qu'il l'avait pas laissé, Non, non? il l'a pas laissé. Ah, wow. Ça aurait été bon, par Je exemple. me rappelle plus, mais c'est tellement frais. C'est tellement ce souvenir-là de moi puis Ben qui broille. On pleure parce qu'après ça, on a réutilisé ça. Tu as déjà fait ça dans tel char? Moi, j'ai fait. Tu as déjà fait ça? Tu as déjà fait ça? On a gardé ça comme running gag entre nous, tu sais. Question de même. Ouais. C'est-tu rendu, mettons, un genre de tradition quand t'embarques d'une voiture puis tu l'essayes? Non. Tu pètes dedans? Non, parce que la vérité, c'est que j'ai un ami qui pétait toujours dans ses chars. T'as-tu un nom? Alain. OK, on va garder ça de même. Alain. J'en ai un autre qui me vient en face. Je sais pas pourquoi j'ai un blanc T'as de moi. des bons- Je vois sa t'as face. des- esti, t'as des puis- bons amis, hein? Ouais. Puis Alain, son char, il sent marbre. Tu comprends-tu? C'est que si tu pètes tout le temps dans ton char, Oui. puis que t'es quelqu'un, mettons, qui s'alimente avec ben de la légumineuse, ici, du ça, puis que ton corps le gère mal, là, puis que t'as une whiff, là, tu sais, il y a un petit vent, puis il y a la whiff, là, pesante, là, celle là, qui te pogne, celle que tu le goûtes, le pète quand tu le sens. Là. Oh! Ouais. Celui-là qui s'imprègne dans les fibres Oui. de ton Ouais, siège. de exactement. véhicule. Fait que là, si t'es toujours en train de faire ça, que les fenêtres fermées, tôt ou tard, ça laisse son empreinte. T'as Fait le que- fun d'embarquer avec? C'est épouvantable. Fait que donc, je veux pas ça. Tu sais, je ne veux pas ça. Fait que j'essaie de ne pas faire ça. Je te dis pas que ben mal pris de temps en temps, mais j'ai le réflexe de, si ça m'arrive, tu sais, je fais aérer ça. Tu sais, tu baisses les fenêtres, un petit coup de vent, on a rafraîchi ça. Merci, bonsoir. Il faut que ça parte, faut pas que ça Ah reste. non, parce que moi, j'aime que les chars aient leur odeur. Tu sais, je veux dire, ma Maserati, ça fait 8-9 ans que je Elle l'ai. sent-tu encore comme la Elle sent première fois? encore. Quand j'ouvre la porte, ça sent encore. Elle a son odeur particulière. Je sais qu'on dit que ça sent le cuir, mais c'est pas vrai. J'ai appris avec les gens de la route qu'on ne sent pas le cuir de la voiture. C'est pas ça qu'on sent, c'est la colle. Les odeurs de BM, les odeurs de Mercedes, les odeurs de C'est ça, parce que Ferrari. quand ils sont neuves, ils sortent de l'usine, ils ont l'odeur et c'est justement la colle qu'ils C'est utilisent. la colle utilisée, l'odeur. Eux autres, ils mettent beaucoup d'énergie à choisir la colle et à fabriquer la colle en fonction de l'odeur, là, pour que l'odeur, la voiture sent ça. Tu sais, oui, il y a le char classique, je veux dire, Chevrolet, Ford, Hyundai, Kia, peu importe, la voiture, ça sent le char neuf. Ça sent vraiment les plastiques, les matériaux, c'est Mais neuf. des vraies voitures Ben, de collection. Oui. Dans le haut de Dans gamme. le haut de gamme. Vu que là, t'es dans des cuirs, des ça, c'est la colle qui sent ça. Donc, probablement que chaque marque a une colle qui leur est propre. Exactement. Et c'est voulu, c'est réfléchi, Oui, c'est oui, pensé. c'est ça, c'est que c'est un outil, ça fait partie de la conception de l'auto. Évidemment que la colle doit coûter plus cher parce qu'elle est faite sur mesure pour tes besoins, tes ci, tes ça, mais c'est ce qu'on avait appris dans les légendes de la route, d'ailleurs, en Italie. Hey, c'est super intéressant. Hein? Ouais, je savais ça pas donne ça. encore plus de personnalité aux voitures. Oui, je savais aussi que, mettons, chez Bentley, ils ont leur troupeau de vaches, puis ils sont Pour leur cuir, hein? Oui, parce qu'ils sont en, je vais dire Nouvelle-Zélande, je me trompe peut-être de l'endroit, mais d'un endroit où il y a moins de moustiques, parce que ça fait des plus belles peaux. Parce que la peau utilisée
n'a pas de piqûre de moustique ou moins possible aussi ou ça. Fait que même ça, tu dis, c'est exceptionnel. Là, on est dans le luxe, là. On est dans le grand luxe, puis on est dans la parce que ces grandes bannières-là, maintenant, essaient d'être consciencieuses côté environnement. C'est-à-dire qu'il y a une durée. Tu sais, la vache n'est pas juste, elle fait pas juste des sièges, là. Tu sais, elle est utilisée de toute façon. Tu sais, c'est pas du gaspillage. Mais il y en demeure pour moi qu'aujourd'hui, on a beaucoup de cuir vegan pour éviter ça, là. Même dans les voitures de luxe. T'en penses quoi de ça? Ce tournant-là, on perd-tu un peu de... Moi, ça, c'est un compromis qui me dérange pas de faire. Non? Non. Il y en a que c'est plus dur pour eux. Moi, ce compromis-là, je le comprends bien. Tu sais, déjà que... Tu sais, parce que, tu sais, tout le débat sur les voitures à essence, si on prend, mettons, 5 minutes pour en parler, parce que nous, on aime la sensation de voiture à essence, mais si on enlève les voitures de performance, puis on pense juste aux voitures à essence, l'humanité, en ce moment, on pourrait pas, demain matin, en claquant des doigts, tout le monde a un char électrique, on est dans la merde dans le city, OK? Bon, ça marche pas, là. Écoute, bien, au Québec, Hydro-Québec, leur business, c'est de vendre de l'électricité, puis en hiver, quand il fait fret, faut pas en utiliser trop, on va en manquer. Fait qu'imagine si tout est chars électrique branché à 7 heures le soir. Puis là, je parle à travers mon chapeau, je connais pas trop aussi les ça. Je sais que les réserves d'eau sont différentes. Il y a moins d'eau depuis une couple d'années. Puis il y a une complexité. Puis tu sais, je ne suis pas un spécialiste. Mais ce que je dis, c'est que c'est partout pareil sur la planète. En Europe, c'est encore pire. C'est-à-dire, l'humanité n'est pas prête à un virage automatique de 100% des voitures électriques. L'autre affaire, c'est que la voiture électrique, elle a des qualités, certes, ce sont des qualités de sauver l'oxygène, sauver l'air. Comme il n'y a pas de gaz à effet de serre, on règle ce problème-là. Le problème qui est plate, par exemple, c'est qu'on crée un autre gros problème ailleurs. Ça vient pas de moi, ça vient des journalistes automobiles que j'ai côtoyés, fréquentés. C'est que la voiture électrique coûte beaucoup plus cher à l'environnement à créer à cause des composantes de la voiture, de tout le... L'extraction des minéraux, puis la batterie, c'est épouvantable, puis ce qui est là. Fait que un jour, peut-être qu'on va bien réutiliser ce qui est dans ces batteries-là, mais pour l'instant, pas encore. Évidemment qu'on va trouver quelque chose à faire avec, parce qu'il y en a tellement, ça s'en vient. Il va tellement en avoir, Christian, on va pas loin dans l'espace, là. Fait qu'il va falloir trouver des solutions à ça, ça va sûrement arriver. Puis là, ça va déjà être moins pire, mais c'est même pas ça, le pire. Le pire, c'est la durée de vie de la voiture. Parce que, regarde ce qui se passe. Une voiture à essence, prenons... Là, je vais dire n'importe quelle voiture, mais juste pour les bienfaits de la cause, parce que c'est très connu, prenons une Mercedes. Pas la chère, une Mercedes normale, de milieu de gamme, OK? Une voiture qui est décomparable chez plein de voitures américaines, plein de voitures oui, parce que européennes. Maintenant, une Mercedes, c'est rendu un peu plus abordable. Bien, ils ont fait des modèles plus accessibles. Ils ont encore les grands modèles. Oui, mais pour la majorité, tout le monde peut se payer. Bien, techniquement, c'est que tu peux rentrer... Peut-être pas tout le monde, mais on va se le dire. Un char à 50 000, 60 000... Oui. T'as ça chez Mercedes, t'as ça chez BMW. C'est pour ça que je te dis, à 50-60 000, là, puis là, t'as des bonnes voitures chez Hyundai, t'as Kia, tout le monde a un char à 50 000, on est d'accord? Bon. Mais prenons n'importe quel char à 50 000, n'importe quelle bannière, tiens, oublions Mercedes. Le char à 50 000, c'est sûr que Mercedes va durer plus longtemps, mais sa durée de vie, là, et écoute, mes enfants... C'est les 6e sur une Kia, est rendue à 180 000 kilos. C'est une 2014. C'est une ancienne voiture à toi? Non, c'est une voiture, dans le sens où quelqu'un l'a eu, mon gars l'a eu une couple d'années, ma fille l'a eu une couple d'années. On a tous commencé avec ça, là. Mais pas d'argent là-dessus, elle va super bien. La voiture était un peu poquée de tous les bords parce que c'est 2 enfants qui l'ont conduit. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle est rendue à 12 ans de vie. Puis elle va être capable de faire peut-être un autre 5, 6, 7 ans. Une voiture normale à essence peut faire facilement 10 ans. Avec de l'entretien normal, même pas excessif, puis une voiture un peu plus haut de gamme va faire 20 ans, puis peut-être 25 ans. Donc, ça, c'est la durée de vie d'une voiture à essence. La durée de vie d'une voiture électrique, dans 7 ans, tout est désuet. Le défaut en ce moment, c'est qu'après 2 ans, ton char, je sais qu'il y a des updates qui se font, mais la technologie, ça va tellement vite. Ça va tellement vite que ça ne suit pas ce que tu as dans ta voiture. L'usine de batterie qui se construisait, là, l'usine n'était pas finie, que les batteries qu'ils faisaient sont déjà désuètes. C'est pour ça qu'ils font faillite. Cellulaire, tu sais. J'allais dire ça. Le char, c'est un iPad. Puis si ton téléphone est désuet après 2 ans, ton char aussi. C'est triste à dire ce que je dis là, ça me fait de la peine. On le savait pas au début. Puis pour la première fois, là, les grands constructeurs, Ferrari est un bel exemple, sortent des voitures neuves qui ont 1 an ou 2 ans. Ça n'a jamais arrivé. La voiture a perdu 200 000 300 000 de valeur
parce qu'il y a de l'électronique dedans. C'est une voiture avec des moteurs électriques, des ci, des ça. C'est jamais arrivé. Et ils font comme, ils paniquent, hein? Parce que là, le char est déjà désuet. Il va plus vite que la Enzo, qui est juste à essence, que la Ferrari. Le nouveau char de série est plus vite que ton supercar à cause de ses moteurs électriques, mais il dévalue parce qu'il est déjà désuet. Fait que soit que tout le monde se calme le pompon en se disant « Hey, ça va faire la technologie. » Tu sais, elle arrive, mais il faut pas que ça nous affecte. Ou ben non, on va pas survivre à ça. Fait que là, tu jettes les chars après 5, 6, 7 ans. Fait qu'imagine ce que ça fait. Les chars chinois, ça va être fou, là. Au-delà de ça, maintenant, avec les accidents, aussitôt que ça frappe, les assurances font une perte totale sur le véhicule parce qu'on ne veut pas que les batteries qui ont été endommagées qui explosent ou que le feu... Bon, mais ça, c'est là, enfin, encore là, dans une voiture à essence, tu peux réparer. Voilà. Je suis pas contre la voiture électrique. Je dis, c'est une solution agréable pour sauver la planète. Ce n'est pas la solution. On n'est pas rendu là encore. Non. Là, ça parle d'hydrogène. Porsche travaille depuis longtemps sur une façon d'avoir une essence synthétique qui ferait 0 émission et que tu pourrais garder toutes les voitures à essence déjà existantes, puis tu pourrais mettre ce genre d'essence-là. Ouais, j'ai vu ça qu'il y avait un nouveau carburant qui s'en venait. Ça serait malade. Un carburant qui n'est pas dur à extraire, tu sais, qui se fait, puis pas de l'éthanol. Là, tu prends de la bouffe pour faire du gaz. Ça serait le fun. Ouais. Tu sais, ce qui est plaisant, là, c'est que tu as pu vivre tes passions parce que pour te payer ces voitures-là, ces voyages-là, ben, il a fallu que tu gagnes ta vie, puis tu as réussi à gagner ta vie, à faire des jokes, à faire le comique, à avoir du fun. Ah ouais, vraiment, j'ai été choyé pour ça. Parce que moi, je me souviens, j'étais jeune, puis j'écoutais Grande Gueule. Ouais. Fait qu'on savait c'était qui Grande Gueule, je savais pas c'était qui les personnes derrière les Grandes Gueules. J'étais sur la Côte-Nord, puis je pense qu'à ce moment-là, c'était probablement au début de votre carrière, mais ça a parti fort, les Grandes Gueules. Ah, c'était fou. Oui, ça a éclaté. Écoute, c'est sûr que ça a éclaté à Montréal. 5-6 ans après, on est tombé réseau sur l'heure du midi. C'est devenu très, 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 très fort dans le marché du midi partout. La ville qui a résisté le plus longtemps, c'est la ville de Québec. Puis c'est pas... on l'a toujours compris pourquoi. C'est-à-dire qu'à Québec, la radio, c'est encore fort. C'était, à cette époque-là, c'était très fort. C'était leur show business local. Tu comprends que je veux dire, quand t'es vedette de la ville, c'est des gens de la radio. Les radios, tu sais, c'est une grosse ville quand même, Québec. Puis il y avait de l'efficacité, puis il y avait des stations un peu new-yorkaises, tu sais, dans le ton, dans le style. Les animateurs locaux à Québec. C'était leur vedette. C'est ça. Fait que vous autres, vous étiez des gens... Vous étiez forts à Montréal, voilà. Oui, mais j'ai jamais aimé ça, parce que, tu sais, on vient pas de Montréal, dans le fond, tu sais, je veux dire... Non, mais les Grandes Gueules sont venus au monde, à Montréal. Oui, je comprends, sauf que si le show business provincial part de là, c'est pas de ta faute. Non. C'est comme refuser d'aller au Japon parce que l'avion part de Toronto. Tu fais comme, non, si tu manges la merde, ouais, mais là, c'est parce que ça marche de même. C'est un peu village gaulois à Québec. Ben, de moins en moins, oui, mais oui. À cette époque-là, c'était pire que pire. Puis moi, là, toutes les vraies stars de la radio québécoise à Québec, là, je les ai croisés, je les ai vus, on s'est parlé, on s'est compris. Ils ont compris le phénomène après coup. Sur le coup, ils ont chialé. Tout le monde nous a bâchés. Fait que ça nous a fait mal. Ça a été long avant de décoller. Parce que quand vous mettez réseau, c'est que tu coupes des jobs ailleurs. Ben oui, c'est sûr que ça a coupé des jobs. Mais ça s'en venait no matter what. Regarde aujourd'hui quand vous s'est rendu. C'est parce que c'était fort. La raison pour laquelle vous mettez réseau, c'est un phénomène. Qu'est-ce qui faisait que les Grandes Gueules, c'était fort de même? Ça a tellement pogné. On avait réussi à le produit, c'est-à-dire qu'on avait réussi à livrer une qualité de produit égale. Avec une moyenne au bas. Tu sais, des fois, tu fais une affaire, c'est génial, puis le lendemain, c'est pas bon, puis le lendemain, c'est correct. Nous autres, il y avait des moments complètement à laminer, mais ça descendait à peu près jamais en dessous de « c'était bon ». Tu sais, je veux dire, des gens, c'était pas bon, c'est pas arrivé souvent. Ça doit être arrivé, mais c'est pas arrivé souvent. Parce qu'on avait la rigueur de travail. Puis l'autre affaire, c'est que quand on avait une affaire qu'on sentait moins bon, on mettait sur le live, quand on était à live, on a sauvé beaucoup de choses en live. L'intelligence de Mario, la spontanéité des deux boys, avec notre animateur complice, c'est que si on avait un texte qui était moins fou, on mettait le feu dedans, on le disait, on disait « Ouais, c'est pas ton meilleur », on s'écœurait. Fait que là, le moment devenait drôle, pas nécessairement parce qu'on l'avait construit, par
le live. Nous autres, c'est ce qui nous a amené à un autre niveau. C'est qu'on n'a jamais eu peur d'aller défendre live notre produit. Parce que des fois, man, je pensais que j'allais avoir le sketch de l'année. Fait que je le jouais moins que le couteau entre les dents. Puis c'était bon, mais pas autant que je pensais. Puis d'autres fois, je pensais que j'étais pour me tuer. J'avais tellement le couteau entre les dents, j'ai inventé d'autres affaires en m'en allant, puis là, je faisais un hit. Tu sais, c'était ça. L'énergie est bien importante. Tu sais, pour moi, là, c'est à Côte-Nord, quand vous écoutez la première fois, là, j'avais comme l'impression que c'était comme une évolution de Rock et Belles Oreilles. Ou Rock et Belles Oreilles, on les avait en cassette, là. Ben oui. On écoutait ça, sauf que vous autres, vous étiez en radio live. Ouais. On avait... En fait, on a fait comme de la télévision en radio. On avait une équipe d'auteurs. C'était comme une quotidienne à la TV. Oui, c'est ça. Mais à la radio. Ça devait être dur tout le temps, là. Ah, si, bois. L'enfer. On a travaillé comme des fous, des forcenés. C'est pour ça qu'à un moment donné, tu sais, faire un hit une fois, c'est dur, mais c'est facile à côté de toffer 20 ans. Combien de temps vous l'avez fait la première run? 15 ans. Hey, c'est de la pression, là. C'est malade. C'était fou. Puis à un moment donné, tu deviens numéro un, de numéro un, de numéro un, de numéro un, de numéro un. Tu bats des records. Tu sais, à un moment donné, t'es dans l'engrenage de... C'est la plus grosse patente, la plus grosse machine radio qui a jamais existé. Mais quand tu commences ça, tu le sais pas, ça. L'ego? L'ego a bien été parce que Mario avait été dans l'armée à ramper, à savoir qu'on n'est pas grand-chose dans Mario, la vie. c'est un gars, comme je dis souvent, les gars ordinaires. Tu sais, toi ici, tu viens d'une petite famille. Ah oui, ordinaire, normal. Des gens ordinaires qui ont fait des choses extraordinaires, c'est pour ça qu'on est ici. Fait que, Ben, c'est ça. Ben, mais tu sais, Mario, on avait ça en tête. Après ça, moi, quand j'avais été au gouvernement avec M. Bourassa, j'ai découvert en m'en allant, j'ai goûté au pouvoir. C'était pas le mien, mais tu sais, c'était enivrant le pouvoir, surtout dans ces années-là, parce que il y avait pas trop quelqu'un qui faisait t'as ici, puis il cherchait pas la clip à tout prix, là. Tu sais, aujourd'hui, les politiciens sortent avec une phrase en espérant être relayés toute la journée dans tous les médias possibles pour avoir une visibilité. Tu sais, c'est complètement l'autre game, là. Alors, donc, je l'avais échappé un peu mentalement. J'avais échappé ça, puis je me suis réveillé un matin en me disant, je ne veux pas être cette personne-là. Je ne veux pas être la personne qui pense qu'il est au-dessus des autres. Tu sais, ça m'a écœuré. Je me suis écœuré. c'est quoi tu veux dire que tu l'avais échappé? Ben, j'ai perdu la carte. Tu sais, dire, j'étais au-dessus de mes affaires. J'ai appelé à quelque part, man. J'ai 19 ans. T'appelles à quelque part, puis ils disent toujours oui. T'appelles à quelque part, ils disent non, puis tu dis, ouais, mais je suis du cabinet du premier ministre. Parce que tu travaillais pour le premier ministre. Ouais, fait que là, ils font comme, ah, OK, d'abord. Fait qu'à un moment donné, c'est sûr, ça te joue sur le cerveau. T'as 19 ans. Fait que finalement, le pouvoir te montait à la tête un peu à ce moment-là. Christy, oui, c'est sûr. Je veux dire, tu peux pas être à l'abri de ça, n'importe quel être humain. Tu sais, je veux dire, un autre phénomène aussi qui est fascinant, puis tu l'auras remarqué peut-être dans ton entourage ou dans les gens peut-être dans leur entourage, tu connais quelqu'un depuis longtemps, puis à un moment donné, il fait une bonne passe. Il vend son bloc, il fait 200 000 de profit, il gagne à l'auto, n'importe quoi, Chris, il fait une bonne passe. Puis là, il devient un nouveau riche. Ben, il va être bizarre pendant une bonne année ou deux. Oui. Parce que il est pas habitué de composer avec ça. Puis là, ben, tout d'un coup, il est plus à l'aise, il peut se permettre d'une affaire, puis il va te sortir des phrases comme « Ouais, encore lise un moyen, c'est ça. » Puis « Ouais, OK, on peut boire cette petite marde-là, petite piquette, elle va chercher une bonne bouteille à 50$. » Tu comprends-tu? Mais avant, je veux dire, après une couple d'années où il est là, il va être mal à l'aise de dire une phrase aussi ingrate que celle-là. Il va juste s'offrir le vin qu'il aime, puis il va le faire partager avec ses amis, mais sans le dire. Oui, parce que bien souvent, il ne goûte pas à la différence. Ben non, surtout pas au début. Surtout pas au début. Ben non. C'est pour ça que j'appelle ça le syndrome des nouveaux riches. J'ai expliqué ça à des amis à un moment donné sur quelqu'un. Ils ont jugé des amis qu'on a. Puis j'ai dit, calmez-vous le pompon, là. C'est tout nouveau pour eux aussi. Tu sais, ils ont fait une pause, le fun. Ils se sont retrouvés dans un scénario où ils sont plus qu'à l'aise, là, tu sais. Puis là, ils étaient bien avant, puis là, ils sont vraiment très à l'aise. Puis tu dis, ça va se placer, ça va descendre. Parce que je l'ai vécu, moi aussi. Je l'ai vécu dans le succès. Je l'ai vécu jeune avec le pouvoir. Je l'ai vécu avec un succès qui est devenu démesuré. Là, je me parle. Je l'ai vécu avec des rentrées d'argent qui sont différentes, puis que tu fais comme, mon Dieu Seigneur, j'aurais pas pensé que je gagnerais ça. Et ainsi de suite. Fait que j'ai eu plusieurs fois dans ma vie où j'ai été confronté à une nouveauté à laquelle tu dois t'habituer. Puis quand tu as un bon fond, tu reviens tout le temps. Ça se peut pas. Je connais personne qui l'échappe longtemps. Puis qui ne revient pas. Qui revient pas.
Tu reviens tout le temps. Si t'as un bon fond, tu reviens tout le temps parce que d'où tu viens, d'où t'es parti, ça revient tout le temps, ça. À quel moment tu l'as su que là, tu étais passé dans une autre classe sociale? À partir du... Il y a des échelons. À partir du 10 ans des grandes gueules, on a pogné... Tu sais, à un moment donné, il y a eu la tournée de spectacle. Là, on s'ostinait avec la radio pour signer, on voulait pas. Là, nous autres, on a construit... parce qu'ils voulaient pas nous faire connaître, ils voulaient pas nous mettre ces panneaux, ce qui disait qu'on coûterait plus cher si on était connus. OK, fait qu'eux autres voulaient limiter vos revenus. Ben oui, Christy. Puis là, on savait pas à quel point ils faisaient de l'argent sur nous autres, on comprenait pas, là. OK. Fait que déjà là, à ce Moi, moment-là... là, j'ai compris une chose dans ma carrière. J'ai pas été assez payé les 8, 9, 10 premières années de ma carrière. Puis j'ai été trop payé les 5 dernières de cette carrière radio. Ça se balance-tu? Non. Je suis encore perdant. OK, fait qu'ils n'ont vraiment fait de l'argent, ça. Si. Dans les grosses années où ils vendaient de la pub, c'est malade. Je sais ce qu'ils m'ont donné pour revenir dans un contexte où la pub avait déjà commencé à se vendre moins. C'est malade. Mais c'est correct, parce que je me suis jamais senti mal de mes 5 dernières années. Combien qui ont profité de vous autres? T'as-tu un chiffre? C'est pas profiter, c'était leur business. Ah, mais ça... Écoute... Un ordre de grandeur. C'est-tu en millions? C'est-tu en centaines de mille? Non, c'est en millions. Qui ont bénéficié des grandes gueules. Ouais. C'est en millions. C'est en dizaines de millions qui ont bénéficié. Parce que, man, les premières années, là, quand on est numéro 1 là, à Montréal, là, avec Mario, là, on gagne, on travaille, on n'a pas les vacances qu'on a. En plus, on est en nombre de 48 semaines par année. J'arrive pas, là. Combien ils vous donnaient par année à cette époque-là? Mon premier contrat, Stéphane Rousseau, avant nous autres, avait gagné des centaines de milliers de dollars. Nous autres, on gagnait 35 000. Tu me niaises? Non, je te jure sur la tête de mes enfants. 35 000, pas de vacances. 48 semaines? Au début, 50 semaines. 2 semaines de vacances. 2 semaines de vacances? 35 000. 35 000 piastres. Puis le show numéro 1. Puis là, il fallait que tu te battes. Là, on s'est battu pour avoir une augmentation après 2 ans. À combien? De 5 000 piastres. Combien? 5 000. Puis le 5 000 piastres, là, man, je devais 15 000 à la banque. Parce que t'es à 35 000 piastres, avec la vie qu'on menait, avec ce qu'on avait, j'arrivais pas. Tu sais, tu restes à Montréal. T'avais pas de vie, on se le dit. J'avais des dettes de l'école. T'avais pas de vie, j'avais pas de vie, tu travaillais tout le temps. 0, travailler tout le temps. Se déplacer, s'habiller. Tu sais, je veux dire, on n'arrivait pas, là. Ça fait que vous autres, vous aviez le statut de vedette. Mon intérêt, non. Vous n'avez pas le salaire de vedette. Non, pas du tout, pas du tout. Je me plains pas parce que tu pourrais dire que dans ces années-là, 35 000 c'était pas une mauvaise paye, mais pas pour les dépenses à me demander, parce que moi, j'étais obligé d'engager des auteurs. C'est ce que tu sais pas, c'est que la radio n'a jamais voulu payer des auteurs. OK, t'es en train de me dire Moi, que c'est j'ai pas toi payé- qui faisais tes jokes. Ben oui, j'ai fait ça en crise, sauf que sauf qu'à un moment donné, après 2 ans, là, je manquais d'air. OK. Là, on a engagé un premier gars, mais de notre paye. Fait que moi, le premier 5 000 que j'ai eu, fait que je ne dans l'ai pas ton touché. 35 000 ou 40 000, fallait que tu payes les auteurs avec qui oui. tu travaillais. Ah ben oui. Parce que nous autres, man, on écrivait 20 minutes de matériel par jour. Personne n'est capable d'écrire 20 minutes de matériel par jour. Quand tu vois un numéro, là, tu regardes juste pour rire, là, tu vois un numéro là, de 7 minutes, là, il y a 8 mois d'ouvrage là-dessus. J'ai déjà dit ça à un Nous autres, c'est à jeune. tous les jours. 20 minutes. C'était malade. En l'an dernier, on était 5 auteurs à temps plein, plus Mario puis moi, puis on fournissait pas. Calvaire. Hein? Fait que c'était pas payant à ce moment-là. Là. Ben non, pas du tout. Fait que là, après ça, on a commencé à faire... là, ils voulaient pas nous faire connaître. Ils voulaient pas nous payer plus. Fait qu'après ça, on s'est dit, on va faire un spectacle. Tant pis. Puis là, le spectacle, ça a levé en esti. Ça, le spectacle, c'est ce qui vous a donné un levier pour pouvoir négocier? Oui. Parce que là, on a dit, on s'en va d'abord. Et là, on a comme quadruplé de paye. Une fois. Après 3-4 ans, là, on avait, bang, ça a doublé, quadruplé. Par rapport au début, là, on a peut-être fait 150 000 piastres. Je sais n'importe quoi, là, je m'en rappelle. Là, j'étais content. 150 000, 160 000, 165 000, plus des bonnies. Si vous payez... Les bonnies, c'était quoi? Oh, je me rappelle pas, mais ça devait être en faire comme 25 Mais les bonnies étaient basés sur quoi, je veux dire? C'est numéro 1. OK. Ouais. Ce qui n'était pas nécessairement difficile pour vous autres. Ben non, on était déjà numéro 1. C'était pas compliqué. Fait que c'était comme un... Eux autres, c'était juste de sécuriser, de limiter les dépenses.
Fait que, tu sais, puis là, à un moment donné, après une couple d'années de même, tu fais 150 000 $. C'est pour vrai. Je me dis, j'étais très content. Je me dis, wow, enfin, il y avait de l'air. Puis là, j'ai pu commencer à payer mes dettes. Parce que moi, je traînais mes dettes depuis... Des années. Parce que l'École nationale de l'humour, là, nous autres, on était à l'année où il fallait payer. Fait que c'était la première année, il fallait payer. Ça faisait 3 ans que ça existait, mais les 2 premières années, il avait été payé. Là, nous autres, il fallait payer. Puis c'est bien correct, tu sais. Je veux dire, mais là, t'as un an de loyer, j'ai vendu mon char, il n'y a plus de char, tu sais, je veux dire, j'étais à pied. Je veux dire, c'est correct. Je me plains pas, c'était mon chemin. Mais là, le spectacle, on l'a joué juste l'été, puis c'était sold out. Fait que là, ça nous a donné le moyen de dire, ah ouais, tu nous augmentes pas, ben là, d'abord, on va y aller. C'était payant, c'est le show, maintenant. On va lâcher. Mais le show n'était pas payant au début parce que toute l'énergie qu'il fallait mettre là-dessus, puis c'était des billets à 20$ dans une petite salle, tu sais, c'était pas payant. C'est vous autres qui gériez votre tour, qui étiez producteur, ouais. Fait que, on a toujours été producteurs de toutes nos affaires. Mais là, en cours de route, c'est là que ça a commencé à changer. Ça aura pris un 5, 6, 7 ans avant de dire, oh, là, on a des vrais salaires de reconnaissance du showbiz. Puis encore après 6-7 ans, je pense pas on gagnait ce que Rousseau avait gagné dans ces 2 ans qu'il était venu, puisqu'il était déjà une vedette. Mais on savait pas qu'il pouvait avoir les poches aussi profondes. T'sais, on n'avait aucune idée. À quel moment que tu as su que c'est là que vous aviez accès, mettons... Ben, à partir de 10 ans, là, 10, 11, 12 ans, là, ça commence. Là, tu dis, OK, là. Parce là, on parle de plusieurs centaines de milliers de dollars. Ben, on commence à avoir des vrais salaires, là, vraiment le fun. Puis après ça, c'est pas rien que ça, c'est juste qu'on avait. Tu sais, on allait, nous autres, à un moment donné, on est un été, on jouait dans le Nord. Ça, c'était un début, par exemple. On était chanceux. Comme on était très appréciés de la direction, je sais pas quoi à cette heure, je veux dire, on allait, nous autres, manger au Maestro à Saint-Sauveur. Je sais pas si ça existe encore, avec Sylvain qui était là. Puis on mettait. Et le gars m'a amené, le premier soir, on va manger là après le show. Mettons, après le dernier show, le samedi soir, on allait avec l'équipe manger là. Puis le gars, il restait ouvert, il nous attendait. Puis il y avait une couple de clients qui venaient aussi. Puis, tu sais, il y a un party en soirée. On était tous jeunes, c'était le fun. Puis, il m'a amené, il dit, là, les gars, je mets ça, voulez-vous un bill ou je mets ça sur le bill de la station? Je mets ça sur le bill de la station. Écoute, à la fin de l'été, notre boss, le grand boss, il reçoit des clients, puis ils s'en vont là, puis il vient pour me mettre ça sur le bill, il n'y a plus rien. Il dit, l'échange est terminé, on avait brûlé 15-20 000 $ pendant l'été. Fait qu'on s'était récompensé, là. Vous avez bien fait, c'est un beau body, ça. Fait qu'à un moment donné, les salaires commencent à rentrer pour vrai. Le show de scène fonctionne bien. Fait que là, tu pognes une coche, je veux pas. Tu sais, tu changes de statut social. C'est-à-dire que tu arrêtes de t'inquiéter pour savoir comment tu payes ton hypothèque. Tu arrêtes de t'inquiéter pour ci, tu arrêtes de t'inquiéter pour ça. Puis là, tu commences à dire, bon, ben là, j'ai pas d'éducation financière parce que je viens d'une famille qui n'a pas d'argent. Fait que qu'est-ce que je fais avec ça? Tu fais des erreurs, tu fais des placements, tu fais des ci, tu fais des ça. Placer mon argent comme si j'avais 140 ans, ce qui était complètement cap. Parce que quand t'es jeune, tu as la chance d'avoir des sous, tu la mets dans le marché à risque, parce que même si ça chie, ça va revenir, parce que c'est ça le système. Il marche de même, il est alimenté par des hausses et des baisses. S'il y avait juste des hausses, il n'y aurait jamais de hausse. Tu comprends-tu? Il y a des hausses parce que de temps en temps, il y a des baisses. Mais quand t'es jeune, c'est pas grave. Si tu l'as pas repris, ça reste là. Mais tout ça, je ne le savais pas. Aujourd'hui, on est mieux éduqués. Les réseaux sociaux, on parle souvent. Moi, je vois des gars passer, dont 2-3 Québécois, qui expliquent les finances. Je trouve ça écœurant. J'en vois toujours à mes enfants. Parce que tu peux pas... En même temps, tu peux pas le savoir, tu n'en avais pas d'argent avant ça. Exactement. Mais les Québécois francophones savaient pas comment gérer des sous. Parce que les Québécois francophones ne faisaient pas d'argent. Oui, parce qu'on était le cheap labor du Canada anglais pendant les années avant, en 1930, 1940, tout ça. Fait que quand les Québécois francophones ont commencé à faire des sous, là, est arrivé les films comme Elvis Gratton, le gars à son garage, puis il était cabochon un peu. C'était des gens qui avaient des sous, mais qui n'avaient pas d'éducation financière. Puis mes parents ont fait des sous plein de fois dans leur vie, puis ils l'ont toujours perdu parce qu'il n'y avait pas d'éducation financière. Moi, ce que j'ai voulu corriger avec mes enfants, puis comme bien d'autres maintenant, c'est-à-dire l'importance de ton REER et de ton CELI, l'importance de capitaliser très jeune sur tes économies, l'importance de dire, si tu peux prendre 20 % de ton salaire puis le mettre de côté, je te jure qu'un jour, tu vas être content. C'est cette intelligence financière-là que les anglophones avaient. Les anglophones assuraient les grands-parents pour rentrer un jour de l'argent, puis c'est toi, c'est ta responsabilité de payer l'assurance de tes grands-parents. Je sais que ça a l'air morbide quand on dit ça. Moi, je ne l'ai pas fait non plus, mais même pas sur mes parents. Mon comptable m'en avait parlé, mais j'étais très mal à l'aise avec l'idée, mais j'ai été vraiment cave, parce que j'aurais payé peut-être 20 ans d'assurance, mais à un moment donné, ça fait bang, ça rentre, puis ça rentre clair. Oui, puis ça lui permet de te donner... Un cadeau. Puis en fait, c'est toi qui a ça à charge. Fait que, tu sais, toute cette éducation financière-là, ne serait-ce que de maximiser
sécuriser tes CELI. Juste ça. Je veux dire, c'est comme la meilleure affaire, c'est à l'abri de l'impôt. Pendant 40 ans, tous les profits que tu vas faire là, tu ne paieras pas d'impôt. T'es malade de ne pas avoir mis tes sous là, tu sais. C'est-tu ton après-carrière d'être un conseiller financier? Là? Je t'écoute aller. Là, puis... Hey, sais-tu quoi, à un moment donné, ils ont sorti ça. As-tu vu la série Ballers avec The Rock? Oui. Je l'adore. C'est bon. Asti qui est Elle est bon. bonne, cette série-là. Il a été écœurant. Puis lui, je Vraiment. l'aime-tu. Il a-tu une face à sourire? Puis je me disais, un jour, tu sais, moi, je trempais là-dedans beaucoup, puis je me disais, Colin, ce qu'il a fait par rapport aux sportifs, j'aurais aimé ça le faire pour le show business. Tu sais, c'est-à-dire aller voir les jeunes humoristes qui commencent, qui ont du succès, puis leur dire, là, pars pas en ballon, là. Là, tu mets ton argent de côté, il va y avoir des années creuses. Il y a des années, tu vas écrire un show, t'as pas de rentrée, tu mets ton argent de côté. Tu sais, puis les éduquer, puis les rentrer avec des bons gestionnaires, puis placer leur argent comme du monde. Ça m'a tenté, à un moment donné, de faire ça. Il n'est pas trop tard. Tu as raison. Je sais pas, peut-être qu'il faudrait faire ça un jour. Tu sais, c'est le genre de choses que je te verrais très bien en train de faire. Ben, puis, tu sais, pour protéger notre monde, protéger les revenus puis les ressources, tu sais, que tu sois un acteur, c'est pareil. Les acteurs, c'est encore pire parce qu'il y a des creux en temps quand tu es un acteur. Là. Surtout au Québec. Seigneur, c'est dur, là. Tu sais, d'avoir un plan de match. Ouais. Tu sais, d'avoir une stratégie, un plan de match, de prévenir, tu sais, même si tu n'en as pas là, un jour, quand ça va arriver, d'être prêt. Comme je dis tout le temps, il y a deux types de personnes. Il y en a qui prennent leur billet pour prendre le train la semaine prochaine parce qu'ils vont arriver 1 heure avant parce qu'ils vont être dedans. Puis il y en a qui vont acheter le billet quand le train arrive. Ouais. Puis là, ils décident qu'ils veulent embarquer. Ah, c'est pas moi, ça. Ben, c'est ça. Moi, je suis pas capable de faire ça. J'ai une question avec qu'on change de sujet, là. Dans ces années-là, c'était quoi ton plus gros salaire? Je suis pas à l'aise de te le dire. C'est correct. Je suis pas à l'aise parce que les gens comprendraient pas comment ça peut arriver, puis il y aurait du jugement, puis ils comprennent pas non plus tous les sacrifices et les impôts, les taxes qui viennent avec ça. Tu sais, je dis, les gens te regardent, puis ils réalisent pas que ce que ça coûte en impôts. Moi, j'ai fait ma part beaucoup, puis moi, puis les hommes d'affaires de ce monde ou d'autres artistes. Tous ceux qui font de l'argent font le part. C'est souvent ce que la population les gens oublie, là. comprennent pas. C'est les gens comprennent pas en plus qu'en général, c'est ceux qui en font le moins qui bénéficient le plus du système. Puis ceux qui en font le plus qui en bénéficient le moins parce que souvent, à cause qu'ils en font beaucoup, ils sont au privé, ils n'ont pas de ci, ils n'ont pas de ça. Mais je me plains pas, man, parce qu'il y a un gars un jour qui me dit une affaire récurrente dans un party. C'était dans le début, je commençais à payer beaucoup d'impôts, puis là, je chiolais. Ah, mais on va se le dire, on chiale pareil. Tu sais, j'avais dit, la journée que je paierais tel montant d'impôt, si moi être content, mais je te jure, je ne l'étais pas. Hey, tu t'en allais dire 1 million, là. Tu t'en allais dire 1 million. Je l'étais pas. Parce que tu dis, ben voyons donc comment un gars tout seul, parce qu'en plus, nous autres, dans le show business, il faut comprendre qu'il y a des grosses années, puis des fois, tu peux être 5 ans qu'il n'y a rien. Fait que je me disais, si au moins en fin de run, à la fin de ta vie, à ta retraite, le gouvernement venait égaliser comme... Ouais. Juste pour des crédits d'impôt. Redonne-moi pas d'argent. Offre-moi des crédits d'impôt parce que, mettons des artistes là, qui font des gros contrats, là, qui font un album, une tournée, puis après ça, il y en a plein qui crèvent de faim, là, à vieux, là. Il y en a beaucoup, là. Et ils crèvent de faim, mais ils ont payé une tonne d'impôts dans leurs grosses années. Ça serait juste le fun de dire on va rééquilibrer ça parce que sur une vie, c'est démesuré ce qui t'est arrivé, mais c'est pas de même ça marche. J'ai déjà parlé avec nos artistes de ça, de dire ça n'a pas de bon sens, ça devrait être regardé pour tous nos artistes. Moi, te la payer, je la gagne là, je te la paye. Je te le jure, je la paye. Mais sur une vie, mais j'arrive à ma retraite, on peut-tu regarder mon setup? Parce que par rapport à un professeur, un dentiste, un notaire, un ci, un ça, je n'ai pas d'année régulière. Parce que tu n'as pas la même sécurité d'emploi. Il n'y en a pas. Il y a zéro sécurité. On s'en allait là-dessus. La fin de votre première run, ça s'est passé comment? Un délice. La fin du premier run du 15 ans, là, Ouais. c'était écœurant. Ça a été clôturé par au Gala des Oliviers, ils nous ont tout donné. C'était Nono quand ils font ça, mais j'étais content, c'était nous autres. C'est Nono quand t'as demandé une année dans un gala quelconque, c'est les mêmes qui gagnent toutes. J'ai toujours trouvé ça Nono parce que déjà, à partir d'un trophée, t'as un astique de belle veillée. Fait que à 2, c'est malade. On a gagné 5 ce soir-là. C'était trop. Puis là, c'est un Olivier exceptionnel. Puis on a gagné l'Olivier de l'année. Puis tu sais, ça finissait pas. Là. As-tu dormi ou ça Ah passe? non, écoute, c'est une balloune pendant un bout. Mais en même temps, ça a donné une belle grande leçon que je donne à mes jeunes humoristes que je coach quand je les croise. Souvent, quand ils rentrent à la maison, moi, mon bureau à la maison, c'est la première pièce. Puis tu vois sur les étagères tous les trophées, les Félix, les Olivier, les rubans d'or de la radio, les prix de tout ça. Tu sais, il y en a quand même une vingtaine. Puis les gens font « Oh, wow, les jeunes! » Je fais exprès, je veux qu'ils le voient.
Je lui ai dit, ah ouais, c'est fascinant, t'aimes ça? Ah, c'est malade, hein, ouais. J'ai dit, tu le savais-tu? Il dit, non. Tu le savais pas, hein? C'est la raison pour laquelle il faut jamais tu travailles pour ça. Personne ne sait, man. Il y a juste moi qui sais. Ça dure, à cette heure, avant, ça durait une semaine, le buzz, là. À cette heure, 12 heures après, man, Trump a dit une nouvelle niaiserie. T'es dans la merde, on a oublié que t'as gagné un trophée. Ne travaille jamais pour ça. C'est réconfortant, c'est le fun pour l'ego. Tu dis, mes pères m'ont reconnu, mais c'est pas le but ultime. Le but ultime, c'est d'être bien. Parce que si t'es bien, le produit que tu vas donner au public qui te suit va être bon. Tu vas leur faire plaisir, tu vas encourager des gens, tu vas véhiculer une belle énergie, de l'amour, puis de l'abondance, de la générosité. Fait que ne travaille pas pour le trophée. Fait que c'est ça ta vraie motivation. Moi, c'est toujours été ça. C'est pour ça que tu fais encore ça. Sûrement. Moi, ma motivation première, j'ai gagné un texte quand j'étais jeune, en secondaire 2. J'avais écrit un texte pour un concours avec la Caisse Desjardins puis le gouvernement du Québec. Et c'était... Mon texte, c'est weird parce que ça m'a pris des années à réaliser que c'était ça que je faisais. J'avais dit, je veux être un facteur de bonne humeur. Je veux apporter de façon régulière du bonheur aux gens. Qu'est-ce que j'ai fait dans la vie, moi? Ça. Moi, man, dans mes 20 ans de radio, là, les gens que je croise, qui me parlent, je veux dire, je comprends qu'il y en a à qui on a tombé ses nerfs, vous n'avez pas aimé ça ou whatever, puis pas tout le monde qui est d'accord. Mais les 2 millions qui ont suivi ça avec passion puis amour, là, pour eux autres, là, quand on est parti, on leur créé un vide dans leur quotidien parce qu'on les ramenait à la maison qu'un sourire d'en face. Parce que si t'avais une journée de marde, t'avais des grandes gueules pour décompresser puis rentrer chez vous puis dire, bon, ben let's go, mon deuxième chiffre, la famille. Tu sais, on a servi à ça pendant 20 ans. Fait que, c'est un beau feeling, ça. C'est un beau feeling. Moi, ça me... Tu sais, on a sauvé des vies, man. Le nombre de personnes qui m'ont dit que dans un moment très, très triste et dark où ils voyaient noir, ils ont pogné un sketch qui les a fait réaliser qu'il y avait encore de quoi de vivant dedans. Un gag. J'ai ri. Asti, je suis pas mort. Je suis pas morte. Et je te le dis, man, je vais quasiment les yeux pleins d'eau. Parce que je l'ai eu souvent, ça. J'ai des gens là, qui viennent me voir après les shows en ce moment, je suis en tournée, là, puis ils viennent me dire, en telle année, tu m'as sauvé la vie. Mais non, je t'ai pas sauvé la vie, buddy, je suis pas un docteur. Mais là, aujourd'hui, je me stène plus. Je le comprends. Au début, j'étais très mal à l'aise. Je disais, non, je voulais jouer d'humilité, mais j'ai beaucoup d'humilité là-dedans. C'est juste que je le savais même pas. Sauf que l'amour que j'ai envoyé, le cœur que j'ai lancé a été reçu dans un autre cœur qui était triste. C'est comme la première fois que tu réalises que l'impact du travail que tu fais, les émotions que tu génères, ces gens-là, si tu viens de le mentionner, ils viennent te voir puis ils partagent ça avec toi. C'est quelque chose, ça. Oui. Oui, c'est un beau cadeau de la vie, je trouve, cette reconnaissance-là, cet amour-là du public. Tu sais, hier soir, j'étais en tournage sur un autre truc à la télé qui s'en vient, puis l'idéateur du concept que je suis allé faire, un gars très connu, il fait 40 ans qu'il fait ça, là, et il me dit, il me fait un très beau compliment, puis je ralentis quand je te dis parce que je veux pas avoir l'air de me vanter de ça, mais c'est parce que ça a rapport avec ce que tu dis là. Fait que, s'il vous plaît, là, pensez pas que je me vante de ça, ça m'a fait très plaisir ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, tu sais, ça fait comme 30 quelques années qu'on fait ça avec Mario. J'ai inclus Mario là-dedans parce que c'est pareil pour lui que pour moi, ce que je veux dire là. Mais on a une cote d'amour très, très forte. Les diffuseurs sont au courant de choses que je savais même pas, que j'ai appris hier. Ils regardent. Quand on est à quelque part, on génère de l'écoute. Puis quand ils nous mettent dans des sondages, on génère du love. C'est fort, ça. Tu sais, c'est un crise de cadeau. Là. Comment tu trouves ça, le poids de porter ça? C'est pas un poids pour moi. Pas du tout. Pour moi, c'est un cadeau. C'est un cadeau, mais ça reste que ça a une certaine charge émotive. La charge, pour moi, est plus la charge personnelle que je me mets d'être efficace partout, d'essayer d'être au meilleur de moi-même. Ça, c'est ma charge à moi. C'est ça qui, je trouve, des fois plus lourd. Parce que, tu vois, on m'a offert un truc cet été d'envergure. Je l'ai décliné. Je l'ai décliné parce que, comme je venais de lancer mon nouveau spectacle, ça m'a demandé tellement d'énergie, ça m'a causé tellement de stress dans mon corps. J'ai pris 10 livres, j'ai mangé mes émotions, j'ai dit, comprends-tu? Puis, je me disais, est-ce que mon corps est capable, en ce moment, à 54 ans, de regérer aussi proche une grosse boule de stress comme celle-là?
Puis je me suis dit, non, l'année prochaine, je vais pas fermer la porte. Je dis, cette année, c'est pas un bon timing, mais peut-être l'année d'après. Et ça ne fitait pas parfait dans l'agenda non plus, là. Mais mettons, même à ça, quand tu veux faire de quoi, tu trouves toujours une façon de le faire. Oui, effectivement. Tu le trouves une façon. C'est juste que je me suis vraiment... J'ai oublié les sous, j'ai oublié l'orgueil, j'ai oublié la notoriété, j'ai oublié tout le standing que ça pouvait m'apporter. Je me suis demandé juste une question. Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je suis capable d'affronter ce défi? En général, oui. Mais là, j'ai été un petit peu usé sur mes émotions. Je suis content parce que le spectacle, c'est un franc succès. On a pogné 40 000 billets, puis c'est plus que super. Merci. Mais tu sais, je veux dire, je pensais faire... Je rêvais à 50 000 sur 3 ans. Chris, j'ai pas un an de fête, j'ai 40 000 billets. C'est sûr que je capote. Mais je touche du bois. Mais je veux dire, ça as-tu idée de toute l'énergie puis la peur que ça a généré pour me rendre là? C'est malade. J'ai tellement eu peur. J'ai tellement été stressé. Je l'ai senti dans mon corps. Je suis allé voir, j'ai fait des tests chez le cardiologue parce que je me disais, je t'ai soufflé quand je suis sur une scène. Je t'ai soufflé en montant les marches. J'étais juste stressé. Fait que là, je me dis, OK, il faut que je donne un break à mon corps. Parce que tu mets tout ton cœur là-dedans. Ah, c'est fou, man. C'est ça, ce fameux retour-là. Moi, je sais que pour moi, des fois, je rencontre des gens, puis un cas en particulier, on tournait à Vos risques et périls, puis on était dans un pays au Moyen-Orient. Puis dans l'avion, il y a une agente de bord, elle vient me voir, puis elle me sort une photo de moi avec elle qui date de 20 ans. Wow. Elle a ça dans son portefeuille. Wow, elle l'a. OK, c'est pas sur son 16, c'est dans le portefeuille. Dans le portefeuille. C'est malade, mais pourquoi? Elle traînait pour elle, ça a été un moment. Un moment important. On n'a pas échangé. Oui, exactement. Tu fais. OK, c'est là que tu réalises que. Pour certaines personnes. Pour certaines personnes, ce que tu fais, ça a un impact qui va au-delà de tes attentes. C'est pour ça que je te disais tantôt, il y a une forme de charge que là, tu réalises que finalement, oui, tu le fais pour toi, tu le fais avec les bonnes intentions, mais tu fais une différence. Puis toi, à chaque jour, au retour, quand les gens vous écoutaient, tu faisais une différence dans leur vie. Il y a des personnes qu'elles autres, ils ont une journée de merde. Ouais. Ça file pas, ils vont pas bien. Mais là, ils t'écoutent, puis quand ils arrivent chez eux, ben, ils ont oublié leur journée de merde, puis ils filent mieux. C'est quelque chose, ça, José. Oui, mais je pense en même temps, avec le recul, je pense que la raison pour laquelle... Tu sais, tu me demandais ça au début, puis j'avais pas vraiment de réponse, mais la raison pour laquelle je pense que ça a été un si grand succès, puis ça a perduré dans le temps, puis que si on avait voulu continuer, on aurait pu, je pense que c'est parce qu'avec Mario, on n'a jamais pris ça pour acquis. Parce qu'on l'a jamais botché. Parce qu'on n'a jamais fait comme, hey, si on fait de l'argent, on a une belle équipe. Moi, rentrer, moi, le faire vite. Puis, tu sais, dans bien des jobs, tu sais, je veux dire, jeune, avant ça, tu sais, je veux dire, tout le monde est déjà rentré à 50 % sur une job, tu sais. Évidemment que nous autres, avec ce poids-là, on pouvait pas. On pouvait pas rentrer à 50 % ça se faisait pas. C'est sûr qu'on avait la chance d'être deux pour se donner un coup de pied dans le cul. Tu sais, quand il y a un des deux qui fait le pouce, tu fais comme, hey, tu le ressaisis, là, tu sais, tu le pognes, puis ouais. Mais je pense que ce qui peut expliquer le succès du show des Grandes Gueules, c'est la rigueur, l'amour et l'importance qu'on a accordée au public qui nous suivait, tu sais, de leur offrir le meilleur d'eux-mêmes jour après jour. Puis des fois, ton meilleur, man, ça, puis je le nomme tout le temps quand je le nomme, cette phrase-là, parce que j'ai trouvé ça très brillant. André Sauvé, une fois, au talk show, c'est filmé la semaine, avait dit, des fois, ton 100 %, c'est 75. Tu peux rien y faire. Puis des fois, ton 100 %, c'est 150, puis tu forces même pas. Fait que t'es obligé d'accepter ça, puis de composer avec. Fait que ça a changé beaucoup de choses dans ma vie, dans ma perception sur des soirs où je me suis pas trouvé à la hauteur. Le public ne savent pas là, que j'étais meilleur la veille. Eux autres, ils ont vu ça, puis ils avaient l'air contents. Mais moi, tu le sais. Moi, je le sais, puis ça me manque. 54 ans, tu fais encore des jokes. Ouais. T'aimes-tu autant ça qu'au début? Ah, ouais. C'est drôle, c'est comme le feeling que oui. Oui. C'est malade, man. Moi, je parle au téléphone avec des chums. Là. Je parlais avec Jean-François Mercier le matin, puis je l'aime, JF. C'est un gars que j'adore. Les gens ne connaissent pas. Ça me fascine comment les gens, ils n'ont aucune hostique d'idée de c'est qui Jean-François. On sait tous c'est un gros cave, là, on va se le dire. Oui, c'est ça. Hein, on pense tout ça. Mais c'est tellement un gars sensible, touchant, réfléchi. Tu sais, il a pris cet axe-là pour pouvoir dire ce qu'il voulait dire. Mais en tout cas, puis écoute, je l'ai fait rire, j'étais content. Là, hier, dans le tournage, je faisais hier, là, c'était un show où
t'es confronté à des énonciations, sont-tu vraies, sont-tu fausses? Ça s'appelle Le vrai du faux. En fait, ça s'en vient à TVA. C'est Mario qui on anime regardait ça. ça. Ouais. Puis, écoute, c'est le fun à faire, c'est drôle. Mais tu sais, quand t'es là, puis on the spot, puis tu punches, puis tu tires de la mitraillette, puis tout le monde rit. Tu sais que c'est le fun. J'adore ça. 2025, faire de l'humour. On s'entend que des grandes gueules de l'époque... Non, on meurt, là. Vous feriez canceller, là. Ben, si c'est pas cancellé, on est autour d'un journaux en train de se défendre, là. Parce que, tu sais, nous autres, on vient d'une époque où les gens... Il y avait deux choses différentes. C'est-à-dire qu'il y avait sûrement des gens offensés, mais il n'y avait pas de place pour se plaindre. Puis aujourd'hui, pour une raison que j'ignore, on a décidé d'accorder énormément d'importance aux chialeux. Tu penses-tu qu'il y avait vraiment des gens offensés? Je pense que les gens, il y avait à quoi de peut-être plus dur, puis ils comprenaient peut-être plus c'était quoi de l'humour. Oui, je le sais, sauf que l'humour, c'est allé loin pareil. Oui, t'sais. oui. Bon, tu sais, il y a des artistes qui ont souffert énormément de ça, de cette mode-là, là, de bâcher les artistes. Nous autres, on l'a fait un peu, mais pas tant. C'était juste avant nous autres. Juste avant nous autres, c'était fou, là. Tu sais, Piment Fort, puis tout ça, Oui. c'était malade. Les Bleus Poudres, même RBO. Mais c'était drôle. C'était drôle, ben oui, je sais, mais tu sais, la personne qui subit ça à répétition, c'est dur. Ça, je le comprends. Après ça, les gens avaient... C'était une autre mentalité, c'est que c'est pas parce que tu faisais une joke de gros que t'étais grossophobe, c'était juste une joke de gros. Ouais, puis t'avais le droit de faire des jokes de gros. Oui. À ce moment-là. Oui. Puis entre moi et toi, une joke de gros, tu blesses-tu vraiment quelqu'un? Je pense que oui, par exemple. Ah. C'est ça qui est weird, c'est que Je me suis fait traiter de gros toute ma vie, moi, là. Puis... Oui, mais toi, t'es un gros musclé. Ouais, t'es gros pareil, tu sais. Non, mais c'est-à-dire que ça dépend de la couenne de la personne, ça dépend de son background, ça dépend d'un million de choses. Sauf que, tu sais, je veux dire, moi, dans le show, là, j'ai voulu faire des jokes de gros sur moi, jeune. Parce que mon frère était énorme, moi, jeune, puis j'étais dodu aussi. Puis écoute, mes jokes étaient écœurants. Je veux dire, mes amis humoristes, ils les adoraient. Mais en salle, je sentais que ça passait pas. Je les ai enlevés. Pourquoi je vais m'ostiner avec toi? Les gens sont frileux là-dessus. C'est sûr qu'il y a eu de l'exagération. Tu sais, il y a des choses auxquelles je suis pas d'accord. Mais il y a eu de l'exagération des deux bords. C'est sûr que c'était plus le fun. Moi, c'est sûr que ce qui me rendait fou, le matin, à un moment donné, là, Stéphane Chanchetier, là, il fait une joke que... Il fait une blonde imaginaire, puis la blonde imaginaire, man... Imagine, c'est une blonde imaginaire, mais c'est pas... Tu sais, tu te fais une blonde imaginaire, elle va être à la coche, là. Mais lui, la sienne était maganée, elle avait un bec de lièvre, puis tu sais, bon. C'est pas mon idée de blonde imaginaire. Ouais, c'est ça. Je m'endors pas le soir avec C'est ça! cette image-là Mais dans oui, la mais tête. tu sais, lui, il était tellement un nono que et sa blonde imaginaire était décollissée. Fait que c'était drôle en temps qu'on se pissait dessus. Puis là, ben, jeune madame qui m'écrit. Dans le temps, c'était des mails, là. C'était pas encore les textos qui rentraient en fou, là. Fait que là, elle m'écrit, puis elle est super vexée. Puis là, c'était dans le début, là, des plaintes. Elle m'écrit, elle est super vexée parce que j'ai fait une joke de bec de lièvre, puis elle a un bec de lièvre, puis comme elle a un bec de lièvre, ça lui a fait de la peine, puis tatata. Puis là, je me dis, ouais, mais là, c'est que madame, Joanne, je me rappelle plus de son nom, là. Appelons-la Joanne. Je fais, oui, mais Joanne, il y a beaucoup de choses qu'on vient de rectifier dans notre conversation qu'on a en ce moment. Premièrement, je te connais pas. Comment tu veux que j'aie voulu t'insulter? Là, parce que là, tu le prends personnel comme si je t'avais attaqué. Je ne sais même pas t'es qui. Je t'ai jamais vu. C'est comme si t'attaquais toutes les personnes qui avaient un bec de lièvre. Sûrement. Je t'ai dit, après ça, le personnage, il est imaginaire. Il n'existe pas. Il s'est fait une blonde imaginaire. Puis on s'entend que de façon loufoque, si quelqu'un, tu te faisais un chum imaginaire, tu vas le prendre, ça coche, tu sais. Il va avoir la bonne shape, la belle face, la bonne odeur, la bonne barbe. Ça va être Hugo Girard. Il va être parfait, tu sais. Mais, donc, lui, dans le sketch, parce que c'est de l'humour, j'explique tout ça. J'ai dit, évidemment, qu'il est allé chercher... Tu sais, la fille avait d'autres affaires, elle avait un œil croche, elle avait un bec de lièvre. Elle était parfaite. Elle n'a pas fait ses pieds, là. Tu sais, je veux dire, elle était maganée. Fait que j'ai dit, c'est ça qui devient loufoque, parce que tu dis, t'étais rendu, là, t'avais juste à imaginer Angelina Jolie, puis t'étais correct. Fait que... mais là, on a commencé à avoir des gens qui s'offensaient puis qui voulaient donner leur opinion là-dessus. Mais, tu sais, en même temps, je trouvais ça niaiseux. Parce que je me disais, oui, mais... Je veux dire, moi, je sais pas. Puis là, tu dis, ben là, il faut que je fasse attention aux gens qui ont un bec de lièvre. Ouais, mais là, si tu commences de même,
il y en a beaucoup de gens qui vont avoir des particularités. Il y a toujours quelqu'un qui a quelque chose. C'est ça. Là, t'as fait une joke sur la presse parce que moi, une fois, là, en 2002, là, mon frère il était rentré avec son bicycle dans un poteau, c'était pas mal. Puis il y a une grosse cicatrice, puis il trouve pas ça drôle, il y a une grosse cicatrice. Ouais. Mais là, c'est parce que les gens prennent les choses personnelles. Puis ce qui est fascinant, mais on va pas passer une demi-heure là-dessus parce que ça a été beaucoup dit, mais moi, c'est quand même fasciné. C'est-à-dire que quand moi, je parle dans les médias, je dois faire attention à tout ce que je dis. Puis quand toi, tu m'écris, tu me traites comme de la merde. C'est fascinant, non? Ouais. Je veux dire, t'es fâché parce que j'ai fait une joke de curling, puis toi, t'es un curler, puis ça te fâche. 2 poids, 2 mesures. Mais, puis pour me le dire, tu me traites de gros calices d'épettes sans dessin. Je peux pas croire que t'as une carrière, devrais tout perdre, mon tabarnak. Tu m'insultes tout le long de ton texte, ton message. Je fais, ouais, mais là, man, puis tu t'es insulté pour une joke que je sais pas t'es qui. Toi, tu sais qui je suis. Tu sais? Puis tu sais que je vais l'aider, tu m'as tagué. Des fois, il y en a qui me disent, oh, je m'excuse, je pensais pas que t'étais pour le voir. T'as écrit sur ma page, man. Je me dis, Chris, t'es cave ou quoi? Ça vient-tu te chercher? Beaucoup moins maintenant. À cette heure-là, quand j'en pogne un, puis c'est rare j'en pogne, parce que je m'attarde pas à ça, là. Mais quand j'en pogne un, des fois, là, je vais jamais lire les journaux à potins. Parce que ça, les gens qui sont abonnés à ça, leur jeu, c'est de se liker entre eux celui qui a la plus grosse chiennerie. Fait que je veux pas embarquer là-dedans. Tu sais, c'est une affaire, c'est des jokes de vestiaire de hockey, puis ça devrait rester des vestiaires de hockey, entre boys. Mais eux autres, c'est un jeu, c'est une passion pour eux de trouver la bonne chiennerie. Je vais pas lire ça. Jamais. Écoute, je veux dire, quand je me suis... La seule fois que j'ai pas eu d'insulte là-dessus, c'est quand mon père est décédé. Même quand je me suis séparé du monde m'a insulté. Là-dessus, sur ces réseaux-là, sur ces pages-là, tu fais, oh, man, je viens de me séparer, là. Je veux dire, t'es un asti de cave, t'aurais dû faire attention, t'occuper de ta femme au lieu de t'occuper de ta carrière. Tu connais pas ma vie, man. Hey, il n'y a pas grand-chose à faire. Il est en train... Ben là, t'es malade, là. T'as l'air... ta nouvelle blonde a l'air d'une transgenre. Hey, man, elle fait pas le showbiz, elle. Tu lui as fendu le cerveau, hostie. Ça l'a rendue malheureuse pendant 4 ans, cette phrase-là. Tu sais, je veux dire, c'est quoi tu dis là? T'as l'air d'un nain avec ta transgenre. Ouais, c'est quoi tu dis là, man? Je veux dire, femme, de gueule. Fait qu'il sous-estime l'impact Oui. basé sur le fait qu'eux sont sentis viser sur quelque chose. Qui fait qu'après ça, moi, quand j'ai une conjointe, je la nomme pas en ce moment. Peut-être un jour, mais je ne fais pas ça parce que j'ai dit ça va être dur pour toi. Tu vas dire, t'aimeras pas la suite. Ils ont-tu la difficulté à comprendre ça? Non, pas Non? du tout. Pas du tout. Puis ça va assez bien. C'est sûr que si c'était pour m'installer puis me marier, à un moment donné, tu vas l'annoncer. Mais là, tu sais, quand on est dans les débuts, puis fait 1 an qu'on est ensemble, puis tout, je vais pas là. Je fais pas de... Fini ça, là. J'ai compris. J'en fais plus de tapis rouge, j'ai décidé ça, mange la merde. Fait que... puis quand je vois quelqu'un vient m'insulter sur ma page, parce que quelqu'un a partagé quelque chose que j'ai fait puis il vient de m'insulter, puis je vois que c'est vraiment très méchant, je me dis, oh... Des fois, j'écris. Des fois, je dis, oh, tu souffres en ce moment. Je le vois que tu souffres. Je le vois que tu souffres, je te souhaite bonne chance. Sais-tu ce que je fais, moi, dans ce temps-là? Je vais cogner les clous. Oui? Ouais, il est temps. Bon, José, un petit défi. J'ai ça, man. Parce que là, toi, t'es le boss, puis moi, je suis le king. Ouais, c'est ça! Hey, tu sais que je l'ai, ce kangourou-là. Tu l'as? aussi. Ouais. C'est une méchante bonne chance que tu l'aies pas mis aujourd'hui. Oui! Ça aurait été weird, Oui, hein? ça aurait été weird. Fait que c'est simple, on a des clous. Ouais. Faut taper les clous qu'on a. Moi, j'en ai 5, je me suis donné un handicap. Ouais, mais parce que tu sais que moi, là, je construis jamais rien, là. Mais c'est-tu un concours de vitesse ou... Oui, c'est le premier qui a fini de planter ses clous. OK, ça pourrait être un concours de dextérité, mais... Ben, ça en est un petit peu. Faut que tu tapes sur la tête du clou, pareil. OK, go. J'en ai 5, t'en as 3. OK, mais là, fais pas tac. Ben, faut essayer. On va voir comment ça va aller. Félix, on est donné le signal. OK, oui, je suis prêt. T'es-tu prêt? Oui, moi, j'aime pas que ça soit une course. J'aimerais juste que montrer qu'on est bon. C'est ça le concept. Ah ouais! 3, 2, 1, go! Je le pogne pas! Ah, si, il a plié. J'ai failli l'avoir. Je le pognais pas, lui. Ah! On va le remettre droite. On va le mettre à l'endroit. C'est-tu normal que je t'ai soufflé? Je veux dire, c'est pas normal que j'ai Hey, soufflé à ça. Il y avait de l'émotion dans ça. OK, gars, lui, il l'a planté dedans, moi, je suis pas capable. Yeah. Je suis content, je te fais un câlin, man. T'es fin. Je suis vraiment content.
Vous le savez, pour faire un podcast, ça prend des partenaires et je tiens à les remercier. Je vais commencer avec Cordero Construction. Vous cherchez une job? Appelez-les. Ils ont beaucoup de chantiers pour pouvoir vous placer. Ils vont vous en trouver une. Pour les articles de quincaillerie, allez sur le site de Richelieu. Ils ont tout ce qu'il faut. Vous le savez, c'est pas un secret. Je suis très attaché à ma Côte-Nord natale. Microbrasserie Saint-Pancras. Ils font des produits exceptionnels. Goûtez-y, vous allez aimer ça. Distillerie Québec North Shore. Vous voulez goûter à quelque chose d'unique? Ils ont de très bons alcools. Les meilleurs. Et ça vient de la Côte-Nord. Moi, j'adore être capable de manger vite et santé. C'est la raison pour laquelle que je vais souvent chez Tyson. Moi, je mange du curry rouge au poulet, extra épicé, avec 2 extra poulets. Donc, mon menu, ils le connaissent par cœur, puis je pense que je vais y aller demain. Vous vous entraînez, vous voulez des vêtements de qualité? La Brute. Essayez ça, vous allez l'adopter. Hugo Girard Nutrition, avec les produits Pop Crunch. Ça vous tente de manger du chocolat pour pas vous sentir coupable? Goûtez à ça. Vous allez voir, ça va être dur d'arrêter un sachet. 12 grammes de protéines, ça se prend bien. XPN, une gamme de suppléments alimentaires complète, de qualité, et c'est fait au Québec. Pinard Horticulture, vous avez besoin de plantes et de fleurs, allez les voir. Ils sont bien meilleurs que moi, je vous le dis. Merci de votre confiance, et merci d'être là, sans limite. Ouais, ben c'était le fun, ça. C'était vraiment le fun, tu m'as stimulé. Mais je veux savoir, là, depuis tantôt, c'est quoi ça ici? Ça, c'est des bols d'açaï. Faut que tu goûtes à ça. C'est-tu, il y a de la protéine? Il y a de la protéine dedans, là, t'en as différentes grosseurs. Ouais, on va prendre un petit. Peux-tu? Oui, vas-y, choisis la saveur que tu veux. Comment je fais savoir les saveurs? Tu sais même pas de même. Ouais, ben dire ça ici. Ah, t'as les couleurs? Ouais, j'ai les couleurs. Je peux regarder? OK. Fait que le délice petit fruit, C'est ça que je veux. c'est le rond rouge. Ben, c'est ça ici. OK. Moi, les petits fruits, j'adore ça. Je vais même pas regarder. Fait que là-dedans, t'as du miel, des fraises, bleuets, framboises. Wow. L'autre en haut, c'est avec Granola. amandes, protéines, puis miel, fraises, bananes, granola. Je veux voir au cas les fruits, les oranges, mangue, bleuets. C'était tout bon. C'était tout écœurant. Ils ont OK. toute la protéine dedans. Wow. Je peux manger ça. Là. Ouais. Puis là, après ça, juste pour le fun, j'essaie de voir, c'est quoi? C'est-tu... c'est... Ça, c'est de la bière de microbrasserie, puis c'est des produits de la Côte-Nord. Moi, je viens de la Côte-Nord. OK, fait que c'est pas toi qui fais ça, c'est vraiment des partenaires. Exactement. Ça, c'est Saint-Pancras. Wow. Fait qu'ils ont différentes saveurs. OK. Fait que ça, Puis j'ai vu que tu avais même des forts. Moi, tu sais, moi, je suis très... ça aussi. Fait que ça, c'est une bière qui vient de Saint-Pancras aussi, mon village natal, Arrête Portneuf-sur-Mer. donc, oui, Fait c'est qu'on bien fait hot. un spécial aux rives, une bière d'époque. C'est super le fun. Tu sais, des Ça doit partenaires, être bon on a en besoin temps. des Ben oui, podcasts. ben, t'as pas le choix, là. Ça ici, ben, c'est ma distillerie. Je suis partenaire là-dedans. T'es partenaire là-dedans? Ouais. toi? Fait qu'on fait de la vodka, du rhum, de l'amaretto. Faites-vous du gin? Non, Encore? pas de gin. Il y en a beaucoup de gin. Oui. On voulait faire de quoi qui Ouais, est ouais. différent. Ben ouais, mais ça, un amaretto, c'est une très bonne idée. Là, on a sorti une crème, rhum épicé. une crème de rhum, puis ainsi qu'un style Malibu Wow. qu'on est en train de sortir. Fait que Hey, tu y en peux a. choisir si tu veux de quoi, là. C'est le temps. Seigneur, moi, te voler une bouteille de même tantôt. On va te faire plaisir. Wow, je me ressentais. Puis là, je vais manger ça. Je me cherche une fourchette. Tiens, une ça, cuillère. Ah, wow. Belle cuillère en bois. Wow. Je peux manger ça pendant qu'on finit ça? Ouais, Hey, j'ai faim en plus, ça tombe super ça tombe bien. super bien, c'est nourrissant. Puis de la saille, là, ça vient du Brésil, puis c'est super. C'est rempli d'antioxydants. Mais Fait c'est ce que, super c'est ce bon. que j'arrête pas d'entendre. Je pense qu'il est un peu gelé, là, un peu. Là. Ouais, peut-être. Je vais attendre. Pas grave. Je vais en prendre une bouchée, puis je vais le finir Tu le tantôt. mettras sur le coin, là. Il va dégeler un petit peu, il va se dire 10 minutes. Là. C'est dur à piquer dedans quand c'est gelé. Il faut qu'on fasse attention parce que mon gars, là, tout bout de champ, il est rendu, il rentre par en arrière, il vient s'en chercher. Tu sais, d'habitude, je devais m'astiner avec lui pour qu'il sorte les chiens pour lui faire les besoins. Ouais, j'avoue, hein? Là, il est toujours disponible. Là. Il est bien bon. Toujours, c'est bon, hein? C'est cohérent. Wow! C'est super bon. Je savais pas que je pensais que c'était un frigère, mais c'est un congélateur. Ouais, c'est BLT. C'est au BLT Loveberry. C'est malade mental. C'est très bon, on m'a laissé déjeuner un peu, mais je sais Ouais, que c'est ça va un frigo, c'est juste qu'il est mal géré. Ah ouais, OK. Ouais, ben, c'est l'équipe technique qui le gère. Ah ouais? On l'allume, on l'était. Non, mais c'est écœurant, je vais le manger, c'est sûr. Là. Ouais. Je suis content. Merci de ton invitation. Je suis content, c'est pas la première fois qu'on se rencontre. Non. Mais on a toujours du fun parce que t'es un gars le funné, là. Mais, tu sais, je voulais te rencontrer parce que je voulais avoir une conversation où on allait aller un peu plus loin que juste... je
te dirais, du côté superficiel. Ah oui, on se rend compte... on se fait des blagues, puis... Oui, tu sais, on se rend compte à l'intérieur d'un show, t'es invité, ça va vite. Puis c'est un peu ça qui fait le succès, je pense, des podcasts. Ouais. C'est que ça te permet d'avoir des conversations où on va un peu plus loin, qu'on est un peu plus soi-même. Pas qu'on est différent. Non, mais c'est parce que t'es dans performance rapide. C'est ce qui est intéressant. Pendant que tout l'univers va aller plus vite, maintenant, ce qui fonctionne bien, c'est quand on prend du temps ailleurs. T'aimes-tu ça, ce format-là? Moi, j'adore ça. Moi, j'aime beaucoup ça. Je trouve que, je veux dire, tu sais, j'en fais plusieurs dans l'année maintenant. Tu sais, moi, je lève pas le nez sur ces rencontres-là. J'en fais avec des gens qui sont connus, tout ça, mais j'en fais d'autres plus petits, plus débutants, plus obscurs même. Puis... j'aime ça. Je pense que je suis un bon invité pour ça. Tu sais, j'ai pas peur de discuter, je veux dire, de me livrer, d'y aller. Puis je pense que c'est ça la clé de ces vitrines-là. Puis ça permet à des gens qui t'ont jugé sur des trucs, des fois, de te voir sur un angle différent, sur un angle de réflexion. Tu sais, je veux dire, j'ai pas essayé de puncher tout le long en m'en allant. Là, tu sais, on a jasé. Je veux dire, tu veux me voir puncher, viens me voir en show. Tu sais, je veux dire, il y a des places pour puncher. Puis des fois, ça se fait dans des jeux à la télévision. Puis il y en a qui disent « Ouais, toi, en train de niaiser. Ouais, mais là, c'est ça la job, là. Moi, ils me payent pour aller niaiser, là. » Parle-moi-en de ton show, là, c'est le temps. Ah, je l'adore. Je capote tellement sur mon show, là. Je suis tellement heureux, là. C'est tellement un cadeau dans ma vie. J'ai travaillé comme un fou. Je me suis inquiété. Ça, je te disais tantôt, de l'anxiété, de l'angoisse, aussi, je manquais d'air. Mais là, j'ai défoncé. J'ai fait plus de 56, 57 shows peut-être. Mais tu sais, quand tu pognes, je me rappelais plus quand tu pognes, la différence quand tu pognes ton 50 shows. Tu sais, moi, j'ai fait ma première médiatique, j'étais un peu caqué dans le fond parce que je l'ai fait après 20 quelques shows. J'avais oublié qu'il y a 15 ans, on faisait plus de 50 shows avant une première médiatique. Ça a super bien été, la première médiatique. Ça a déjà été très bien reçu, là. Tu sais, j'ai pas à me plaindre, là. Je veux dire, j'ai eu des bonnes critiques. Mais je trouve le show maintenant vraiment prêt. C'est que là, il n'y a plus aucune phrase qui me déplaît dedans. Tu sais, je veux dire, même à la première, il y a des choses que je devais placer pour un dévoilement plus tard dans un autre numéro, dont ma finale. Puis dans ce bout-là où je le plaçais, c'était pas à mon goût, mais j'avais pas le choix. Il fallait absolument que j'aille te nommer ça, puis ça, pour que quand je vais arriver là, tu sais, je te donnais la clé pour débarrer le cadenas à la fin. Et j'avais pas le choix, puis ce bout-là, je me serrais les fesses, puis je l'aimais pas tant. Mais là, à un moment donné, je l'ai trouvé. J'ai trouvé les bonnes phrases, j'ai trouvé le bon tout, j'ai trouvé le bon ton. J'ai fini par épurer et nettoyer. Tu sais, il y a des gags que t'adores, mais un soir sur deux, les gens sont offensés. J'avais pas beaucoup de gags, j'avais peut-être comme 4-5 jokes de même. Ou un soir sur deux, j'avais du monde qui faisait « oh, oh, oh ». Puis il y en a plein d'humoristes qui font un « oh », un « on », c'est une bonne réaction, c'est une réaction. Une réaction, c'est une réaction. Oui. Mais moi, je veux pas que tu sortes. Je veux pas que pendant 10 secondes, tu fasses « oh, mon Dieu, il est allé loin » ou « oh, mon Dieu ». Non. Fait que j'ai trouvé d'autres choses. Fait que là, j'en ai plus. J'ai plus un « on » dans le show. Tout est attaché ensemble. J'ai du bonheur à le jouer. Le public rit, crie. J'ai un petit bout de nostalgique. Tu sais, je veux dire, le show dont j'avais rêvé, Christy, je l'ai. Dirais-tu que c'est la somme de tes expériences de vie dans ce show-là? Oui. Moi, je pense que c'est mon meilleur show à vie. J'enlève rien avec ce qu'on a fait avec les Grandes Gueules, parce que notre premier show, pour plusieurs, est un grand classique. Là, tu sais, le Grande Gueule, le show, là, c'est fou là, ce qu'on a vécu comme expérience là-dedans. Mais ça avait jamais la profondeur du spectacle que je fais aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, les gens rient autant qu'à cette époque-là, mais j'ai assez d'expérience pour avoir attaché les ficelles, puis avoir une ligne conductrice, puis une profondeur en dessous du propos. Ce que on n'avait pas dans le temps, ce n'était que des gags. C'était que des pacings de jokes. Puis c'était très efficace, puis ça marchait fort, puis c'était ça, les Grandes Gueules. Mais aujourd'hui, dans ce show-là, je veux dire, ça se peut que tu vois pas ça, puis que t'aies juste dit « j'ai ri en Simonac », je suis bien content. Ça me dérange pas. Ça se peut que si tu as un public plus averti, que tu as vu plus de shows, puis que tu as une analyse que tu décortiques un peu plus, que tu aies vu tout l'effort que j'ai mis à attacher la ficelle en dessous. T'sais, beaucoup de gens m'ont dit, dont Lise Dion, quand elle est venue cet été au rodage, Lise, elle me dit, le tour de force de ton show, autre que c'est très, très drôle, elle dit, tout est attaché. Tu me prends par la main au début, tu me relâches à la fin, puis waouh, j'ai rien vu passer. Je me suis même pas rendu compte que tu as changé de sujet. Pourtant, je l'ai fait plusieurs fois. Mais je veux pas que tu t'en rendes compte. Je veux pas que tu fasses comme « Ah, il part un autre numéro. »
Tu le sais pas. Moi, je le sais. Toi, non. Fait que c'est un show plus mature. Ah oui, définitivement. Oui, vraiment. Puis ça enlève rien à l'efficacité, là. Tu sais, je veux dire, ça rit, ça crie, les gens me le disent. Tu sais, je le sais que ça touche la cible. Évidemment que peut-être que si tu me connais beaucoup puis que tu m'aimes beaucoup, que tu as un point d'attachement un peu plus fort avec moi, tu sais, que tu es content de me retrouver. Mais je vois bien qu'il y a des gens qui amènent des gens qui me connaissent moins. Même là, dans le petit bout des grandes gueules, puis je fais un petit medley des personnages. J'ai une bonne raison pour le faire, puis si tu viens voir le show, tu verras. Mais puis les gens me disent, je venais pas pour ça. Moi, mon mari capotait sur toi, il voulait pas te voir tant que ça, mais j'ai adoré ma soirée, je t'ai découvert. Puis le bout des personnages, je me suis rappelé à quel point c'était fort. Là. On entendait tout le monde les faire dans le temps, puis tu sais. Puis d'autres gens pour qui ce bout-là, là, ça les ramène à leurs souvenirs. C'est le bout où ils allaient chercher les enfants à l'école, puis ils revenaient à la maison, puis tu sais. On vivait différemment il y a 20 ans. Hein? Oui. Il y a 15 ans, là, on avait une beat de vie différente. On n'était pas tout le monde sur nos sièges, chacun dans notre coin. Non, il n'y en avait pas. On se réunissait devant la TV ou dans le char à la radio, puis... Au bar, des événements, des gens... Oui. Yeah. On vivait différemment. Fait que ça les ramène là, puis ça nous fait du bien de revoir ces années-là qui ont été des bonnes années. Un peu comme quand nos parents nous parlaient que quand ils étaient jeunes, ils allaient danser dans les snack bars du coin. C'est plate qu'on n'ait pas connu ça. Ouais. Imagine comment ça devait être écœurant. Je veux dire, c'est mardi soir, tu t'en vas prendre un milkshake, puis là, ben c'est un diner, un dining, quelque chose. Puis là, il y a un jukebox, mettre la musique, puis ça danse, puis ah ouais, c'est triple swing, puis... Non, mais pense-y comment ils ont eu des hosties d'années écœurantes. Nous autres, à cette heure, on s'en va se mettre... Chacun tout seul à notre téléphone, puis on s'envoie des affaires le fun qu'on a vues. Tu sais, les jeunes, on se ramassait en gang. On joue en gang à cette heure. On joue aux jeux vidéo en gang, mais chacun chez soi. Oui, exact. Tu te décrirais comment, à 54 ans? Un vieux jeune ou un jeune vieux? Ah, moi, je pense que je suis un jeune vieux. Parce que le petit gamin, bébé et délinquant est toujours en dedans. Il est toujours proche, tu sais. Je suis toujours prêt à jouer, à m'amuser, à avoir du fun. Fait que forcément, pour moi, je suis un jeune qui a mal dans le dos. On a tout mal dans J'en parle dans le show, esti, moi, la cinquantaine, man. Ça m'a frappé, là. J'étais, mais voyons donc, esti, je vois plus rien, j'ai mal partout. C'est quoi cette affaire-là? C'est fourré, hein? Ah, esti, mais ça rit dans la salle. J'ai trouvé une bonne façon de l'amener puis de puncher. J'avais peur au début, puis je me suis dit, hey, je suis pas le premier humoriste à parler de ça, là, mais c'était une réalité que j'avais. Puis j'ai écrit le number pour me sortir de la tête, tu sais. Finalement, c'est devenu un incontournable dans le show. Puis Jean-François Mercier qui m'avait dit, j'avais dit ça, je dis, encore, Lynn, je suis pas pour parler dans mon premier one-man show, je trouve ça tough d'avoir pogné 50 ans, tu sais, tout le monde a trouvé ça tough de vieillir, puis ça, mais il dit, ça, c'est cave, hein, les humoristes, qu'on se pose cette question-là. Je dis, pourquoi? Il dit, penses-tu que les chanteurs se demandent s'ils devraient arrêter d'écrire des tunes d'amour? Il dit, c'est ta vie, man. C'est ton regard sur ça. Moi, j'ai le mien, lui, il a l'autre, il a l'autre. Puis là, dans ce que tu racontes, je me reconnais ou pas. Mais il dit, ça, c'est cave ce que tu dis là. Je fais comme astique, il a raison. Pourquoi on se demande ça? Je veux dire, il y a un chanteur se demande jamais si c'est le premier de parler qu'il a laissé sa blonde puis il est en peine. Il écrit le texte parce que ça lui fait du bien. Il met ses mots, il met ses couleurs, il met son affaire. Puis si t'aimes ça, tant mieux. Si t'aimes pas ça, passe à autre chose. Mais, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour vivre des émotions. en tout. Il n'y a pas d'âge pour tomber en amour. Non. Il n'y a pas d'âge pour avoir du fun. Non. Mais il y a un âge où on commence à avoir mal Mal dans le dos. Hey, merci beaucoup, José. Merci à toi, c'était un plaisir. Puis là, de manger ça. Là, tu peux le manger, ça a dégelé. Hey, il a c'est commencé, là. Oh my God, c'est malade. Merci, gang. Oh. Ah, c'est tout que c'est bon. C'est vraiment bon. Je rien. Malade. Puis là, l'affaire mauve, là, ça l'est, là, sur la side. Là. J'avais pris à m'emmener un genre de... Tu sais, un petit sachet en poudre, là, de vitamines au goût d'acai. C'est bon. Un petit fruit. Oui. Fait que ça arrive directement. Ils font venir gelé du Brésil. Là, ils commencent à en avoir un peu partout. Là. Ils m'ont présenté ça, j'ai capoté. Ouais. C'est mon temps. Es-tu partenaire là-dedans ou pas? Non. Ça, c'est... Non, je sais que comme ça à manger. Ouais. Fait que... Tu sais, moi, je suis comme... tu veux me gagner, tu me gagnes par l'estomac. Ben là... Il est encore clé un peu, mais il va dégeler. La main, moi, ça va être mon dîner. Ah, t'avais pas dîné? Pas le temps, mais j'ai déjeuné tard.
Tu sais, quand tu déjeunes à 10h30, 11h. Là, ton show, c'est ça que je voulais te demander. Je te l'ai pas demandé. Les gens qui veulent le voir pour avoir une information, ils vont sur José... JoséGolette.ca. Ouais, c'est ça? Tout est là. Boum. OK. Puis, Allez viens. voir ça. Oui, il va y aller. Mais ouais, on se les offre, là. On va emmener mon gars. Oui. Ouais. Ouais. Tu joues où, là? Tu te promènes un peu partout? Hey, j'étais à Saint-Jean en juin. Je vais regarder, mais allez sur ton site, me regarder les dates, puis je t'écrirai. Je te laisserai savoir. Dis-moi, Ouais. telle date. Écoute, à moi, j'avais plus de billets de producteur à Saint-Jean, sinon en Brossard ou Ouais, District. ça me dérange pas, n'importe où. Ah ouais, là. ça peut Je peux être, me déplacer, là. Ah ouais. Mais à Brossard, je sais que je vais jouer milieu juillet, fin juillet. Tu sais, une affaire comme 15-16 puis le 31, parce que je pouvais pas faire deux supplémentaires, une à côté de l'autre, il n'y avait pas de place, fait que j'ai pris 2 dates de même. Surtout l'été, de même, c'est le fun, parce que tu peux soit y aller en moto, on y va en ouais. voiture, puis... Ouais. T'as-tu gardé une bébelle de fun? Parce que Moi, j'ai un Challenger, un CRT8 avec un 426 Supercharge. Oh, wow. Fait que je fais 906 forces aux roues. Ouais, ça, c'est un bon punch, là. Ouais, mais puis tu rentres dedans. Lui, je rentre dedans. Tu sais, c'est pour ça que j'ai fait le switch. Je suis plus un gars de muscle car, ça me prend de quoi de plus gros pour que je sois à l'aise, là. Ouais. Puis moi, ça, le corps, c'est le fun en crise. Oui. Hey, c'est un autre feeling, là. Tu sais, c'est moins sophistiqué ou... Ouais, mais c'est un autre boss, pareil. Moi, je te dirais, pas sophistiqué, c'est pas le bon terme, là. Tu sais, c'est un peu C'est plus... moins raffiné. Ouais, raffiné. C'est le raffinement que t'as pas, là. Sauf que l'état brut est là. Hé! Malade. Le wow, le punch, là. Ouais. Malade. C'est un autre son. Tu sais, le moteur est pas le même. C'est pas la même technologie. Non, ça là-dessus. sonne pas pareil. Mais... C'est compresseur, non? Ouais, là, sur turbocompresseur. Ouais. Mais c'est pas grave. Là, quand tu ouvres ça, là, ce qui sort en arrière, c'est comme OK. Ouais. Un gros bloc, là. C'est écœurant. Ouais. C'est vraiment bon. Beaucoup de torque. Ouais. La grosse différence, c'est ça. Oui, t'as du HP, mais c'est le torque que Ouais. t'as. Lamborghini sont toujours bien forts sur le torque aussi. Ça prend du torque. Le torque, c'est ce qui te fait avancer. Le torque, c'est ton kick. Ouais. Le HP, c'est la haute, là. Puis Ferrari, tu sais que Lamborghini est né parce que Ferruccio Lamborghini t'en estie après son Oui. char. Écoutez le film, dernièrement. T'as-tu écouté? Ouais. C'est vraiment intéressant, hein? c'est bon. Lamborghini, là. Ouais. C'est un gars qui est coquille, hein? Ouais. Orgueilleux, ça, des... Ben oui, mais c'est sûr, ça vient avec. Là. Parce que lui, il fabriquait des tracteurs. Mais c'est ça. Puis t'as que tu as du torque. Ouais. Il voulait du torque. Puis il n'y avait pas tard. Toi, t'as chauffé les deux, lequel t'aimes mieux? J'ai voulu essayer une Lamborghini, je rentrais pas dedans. C'est pas drôle, là. Je capotais, là. C'est le fun d'être un abo, hein? Ah! Puis la Ferrari, ben, je rentrais dedans, mais mes fesses allaient pas dans le fond du siège. Ah. Mais je l'ai conduit pareil, j'ai Ouais. eu du fun, là. Je trouve que c'est deux bannières où le plaisir est très, très grand. Moi, dire comme Benoît, c'est euphorisant. Moi, personnellement, je préfère Ferrari à cause de leur histoire. Le storytelling, tu sais. Lamborghini, même si c'est des voitures complètement folles à conduire, tu sais, leur camion est russe, un petit camion, là. Oui. Malade, OK? Bon, même si c'est le fun, même si c'est wow, leur histoire n'est pas aussi spectaculaire que celle de Ferrari. Puis Ferrari, en plus, ils ont eu une façon de mettre en mise en marché. Tu sais, regarde d'un Grand Prix comment t'as de calotte Ferrari, puis comment Ferrari est synonyme de wow. Tu sais, dans le fond, Rolex. Rolex, c'est de très, très, très bonnes montres. C'est pas les meilleures montres au monde. C'est celles qui sont le plus reconnues d'être une montre de prestige. Un peu comme Ferrari l'est dans le domaine de la voiture. Ferrari n'est sûrement pas. J'essaie d'être poli, puis ça, il y a des constructeurs indépendants qui font des choses, qui font peut-être des meilleures voitures que Ferrari. Je dis pas que c'est la meilleure voiture au monde. C'est une grande fierté d'en posséder une à cause de toute l'image qu'ils ont réussi à faire avec. Mais il en demeure pas moins que conduire une... Il m'a dit, quand tu es dans une Ferrari, puis que tu as la chance d'en conduire une, puis tu as le volant avec le logo dans ta face, man, c'est dur de pas avoir un papillon, là, tu sais. Lamborghini aussi, mais Ferrari, c'est toutes les histoires de course qui viennent avec. Lamborghini, je trouve que tu parlais de raffinement. Ferrari ont comme il y a un côté classe. Oui, mais c'est l'autre, Lamborghini, juste le design, c'est raw. Oui, c'est ça. C'est... C'est Batmobile. Ouais. Donc, le client qui va là, c'est un bad boy. Peut-être pas, il est peut-être en habit, mais dans son cœur, c'est un bad boy.
Ça s'est amélioré, là. Ça n'a rien à voir avec la contact, là. Ça faisait... Oh! Non, ça, c'est une vidange. Ouais. Mais c'est un beau char collectionné, mais ça a conduit. Après ça, c'était pire. Celle qui a suivi la Contact, là... non. Mais blanc, c'est le nom. C'est bien bizarre. J'ai toujours fait... Hein? Diablo? Oui, exactement. Diablo, oui. Ça, là, on l'a eu aux légendes de la route, là. Un tracteur. Mais il fabriquait des tracteurs. Je sais, mais pas dans ce sens-là. C'était épouvantable. J'ai détesté cette voiture-là, dans le sens où tu sais jamais je te donne. À partir de la Gallardo, ça a comme pris un autre... Oh, oui, mais tu sais, Audi est arrivé là-dedans. Ils ont fait du raffinement. Ils ont aidé à développer de la Trouve pas que ça qualité. dénature un peu le véhicule quand tu... Je le sais que les gens disent ça, mais si ça sauve la bannière et ça leur donne un bon char, Oui, oui. c'est-tu grave? Non. Je veux dire, ils ont plus les moyens. Tu sais, regarde juste ce qu'ils font, mettons, Fiat. Tu sais, c'est des gros constructeurs automobiles, puis ils survivent pas, puis ils sont obligés de s'envoyer. Tu sais, t'ajoutes une Rolls-Royce aujourd'hui, une Bentley, je pense, ou c'est Rolls-Royce. Je pense que c'est Bentley. C'est une série 7 de BMW. Tu sais, ils ont juste mis un intérieur plus chic. C'est fou, hein, puis comment ça. ils récupèrent. C'est fou. Tu sais, Chrysler avec Mercedes. Ben oui, puis, tu sais, je veux dire, moi, c'est comme à un moment donné, Maserati, j'avais eu la conversation avec Benoît Charette là-dessus, c'est que beaucoup de gens qui disaient « Ouais, mais c'est l'interface de Chrysler, puis les boutons, c'est les mêmes boutons que dans un Chrysler. » Ouais, mais t'as-tu conduit le char? Je ne parle pas de la Gran Turismo, la GT. La GT, c'est comme un modèle à part pour eux autres, là, mais mettons la Ghibli ou le Levante, le camion Levante. Moi, j'ai conduit un camion Levante pendant 2 ans. Je l'ai adoré, là. Il était usagé, j'ai eu un bon... C'était juste avant la pandémie, fait que j'ai... Ouais, toi, t'as pas perdu quand tu l'as Non, vendu. non, pas en tout, là. Tu sais, c'était une bonne transaction. J'étais bien content, d'ailleurs. Mais, je veux dire, j'ai adoré ce camion-là, vraiment, là, je veux dire. Puis, je m'entorchais, là, que c'était mon écran, tu pouvais l'avoir dans un Chrysler. T'achètes pas un char de même pour l'écran. Pour l'écran, puis les le boutons. système de son, puis Les les gars, ils disent, boutons. ouais, mais c'est les boutons de fenêtre, là. Ah. C'est les mêmes qu'un Chrysler. J'en ai rien à chier que c'est les mêmes qu'un Chrysler. Parce que j'en ai pas de Chrysler, fait que je sais pas. Sur ce que je sais, par exemple, là, t'as-tu entendu le moteur de ce char-là? T'as-tu vu comment il se comporte sur la pour ça route? que t'achètes ça. Ben oui, c'est tout ça qui m'intéressait. Puis je comprends que quand t'es un journaliste automobile, tu sais ces choses-là, puis que tu fais comme, ça, c'est le fun, mais en même temps, sachez que blablabla, mais c'est comme quand, des fois, puis encore une fois, je me testinais que Benoît, amicalement, je disais, je trouve ça plate quand les journalistes sont sur un modèle ou un char en disant, ça, c'est pas fiable, là, c'est pas fiable, là, ça, c'est pas fiable, là. Moi, j'ai eu un Jaguar à un moment donné, Ça, c'est avec Benoît Charette, tu Ouais. parles? Oui. Non, ça pas de fiabilité. Je devrais dire, il n'y a pas de fiabilité après 100 000 kilos. Moi, là, j'ai plein de chums, là. Ça loue des Range Rover aux 3 ans, depuis 20 ans. Ils se Ils n'ont rendent pas. jamais eu un hostie de trouble. Parce qu'ils se rendent pas à 100 000 kilos. C'est pour ça. Fait que c'est ce que je te dis, tu devrais dire, si tu prends une location où tu roules des chars récents, tu n'auras pas de trouble. Sauf que si tu te rends 100 000 kilos, les problèmes vont sûrement sortir parce que c'est reconnu que ça coûte très cher. Ça, c'est la vérité. Mais empêche pas tes clients de se rendre sur un véhicule parce que dans 5 ans, il sera pas fiable. Tu sais, rendu là, dans 5 ans, là, la plupart des gens qui s'achètent ces véhicules-là ou qui les louent, ben, les changent. Ben, tu le louer pour 4 ans, oui. Puis après ça, ben, c'est le problème de l'autre. Mais je comprends que c'est vrai aussi. Tu sais, c'est quand tu dis c'est moins fiable, c'est moins Mais c'est fiable. leur job. Il faut qu'ils en trouvent des affaires. Parce qu'on va se le dire, moi, le piton, qui vaut le même que dans Chrysler, quand je pèse dessus, je veux que la vitre baisse. Oui. Puis quand je tire dessus, je veux qu'elle monte. Oui. Oui. Fait que. Je choisis pas un genre pour ça. Là. Mais moi, j'attache moins d'importance à ces affaires-là que d'autres personnes. Il y a d'autres gens pour qui c'est très important. Même dans les vieilles voitures Classique. à collectionner. Oui. Tu sais, moi, j'avais un Camaro 69. C'était une réplique de Z28. Je me suis jamais caché de ça. Le char était neuf. Il était malade, mon char. Il était écœurant. Les planchers, la peinture, la carrosserie, la mécanique. Je veux dire, c'est sûr que si ça avait été un vrai Z28, il aurait valu le double. Mais je l'ai payé la moitié moins cher aussi. Je l'ai roulé tant comme autant. T'avais-tu du plaisir quand tu roulais J'ai eu dedans? du plaisir à le rouler. En plus, j'avais pas le souci de m'inquiéter s'il arrivait quelque chose parce que c'était un original 100% match number. Il y a 2 affaires. Tu collectionnes un 100% match number, puis tu le roules pas trop, puis tu le laves, puis t'es content. Il y a du monde qui, leur plaisir, c'est de le posséder puis de le laver. Ouais. Moi, mon plaisir, c'est de rouler. Fait que on n'est pas à la même place. Non, là. on n'est pas à la même place. La plupart des gens veulent garder le plus longtemps possible, là, vintage, Oui, intact, exactement. pas de millage. Un Ouais. char, ça sert à quoi? Ben, moi, il faut que je roule. Moi, ça, c'est ma passion à moi. Moi, j'aime les chars pour les rouler. Il y en a d'autres pour les laver. Hein? J'ai des amis, là, eux autres, là, ils ont des chars formidables.
Tu sais, je veux dire, j'ai... Moi, j'aime mieux saler avec les... Ben, les- moi aussi, esti, fois 1000, là, j'aime le rouler. Mais je le comprends. Tu sais, tout le monde a sa petite façon de faire. C'est quoi ton prochain char? Moi, écoute, ça fait longtemps que je suis sorti de là, mais je retourne dans 911. Là. Ah ouais? Ouais. Porsche, on va se le dire, là. Ah, c'est Porsche. Des astis de char. Mais là, c'est ça. Dennis, Man, ils ont réussi à faire l'incroyable. Man, t'as le moteur dans le cul. Quelle hostie d'idée de cave. Non, mais quand tu y penses, à la base, ils ont fait des miracles avec cette idée-là qui, à la base, est folle. As-tu déjà roulé une 911 au-dessus de 200 km/h? Oui. OK. C'est la seule place que je trouve ça. C'était sur un circuit, là, paniquez pas, là. C'est la seule place que j'ai trouvé ça tough, un moteur en arrière. Parce qu'à 200 km/h et plus, là, tu as l'impression que tu n'as plus rien dans le volant. T'en as. Il y a de l'aérodynamisme, tu sais, puis cher. Mais ton feeling, tu as l'impression que tu flottes en avant. J'ai pas aimé ça. Mais j'aime le char en terre. Mais ça tient-tu? Ah! C'est écœurant ce qu'ils ont fait avec ça. C'est fait Ouais. pour ça. Puis la 718, là, la Boxster, là, ça aussi, c'était écœurant à conduire. J'adore ça. C'est laquelle tu vas te chercher? C'est une 911, là. 911? Je retourne chez 911. Ça fait... ça fait 13 ans que j'ai pas eu de 911. J'ai quand même gardé une Porsche, là, une 718 que j'ai eue plusieurs années, que j'ai adorée, que j'aime encore beaucoup. Mais là, j'ai bougé, tu sais, j'ai vendu 2 autos. Tu sais, moi, je suis comme ça, je te le disais tantôt. J'ai vendu ma Camaro, vendu la 718, puis là, je me reprends une 911. Puis je suis content, puis l'évolution est exceptionnelle sur le char. J'ai jamais arrêté de l'aimer. Tu sais, j'ai la chance de rouler d'autres affaires. J'ai fait d'autres affaires. Mais là, ça fait 3 ans que j'y pense. Ça m'a pris 3 ans de me décider avant de bouger la Camaro. Mais financièrement et intelligemment, écoute, si money is no object, on l'a dit tantôt, on regarde tout. Mais là, tu te dis, il faut que je fasse un choix. J'ai d'autres bebelles. J'ai dit, quel doit sortir pour me rentrer une 911 site? J'ai fait mon choix. Ça a été dur, mais je l'ai fait. Fait qu'on va se voir cet été. Oui. Allez voir ton show, puis allez voir ton char. Parfait! C'est bon.